Bessie Calloway a plaqué ses deux mains à plat sur le bureau du juge Patterson, si fort que le marteau a sursauté. Vous ne prendrez pas, mes enfants. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées. Le juge Patterson s'est penché en arrière comme si elle l'avait frappé. L'avocat de Harold Calloway a laissé tomber son stylo. Dans la galerie, Ruth a attrapé le bras d'Eli. Daniel a enfoui son visage dans les cheveux de Grace. Grace, âgée de 5 ans et ne comprenant rien, a commencé à pleurer parce que la voix de sa maman ressemblait à quelque chose qui se brisait et qui n'était pas censé se briser. Patterson s'est ressaisi le premier. « Madame Calloway, retirez vos mains de mon bureau. » Bessie n'a pas bougé. « Répétez-le. Dites que vous les prenez et regardez-moi dans les yeux quand vous le ferez. »« 30 jours, a dit Patterson, plus bas maintenant, comme s'il n'était pas sûr de vouloir que toute la salle l'entende. Présentez une preuve de revenu stable, un logement adéquat et des provisions pour ses 4 enfants, ou Harold Calloway assumera la tutelle légale. Ce sont les conditions. Maintenant, asseyez-vous. » Bessie s'est redressée. Elle s'est retournée et a regardé Harold, le frère de son défunt mari, assis là dans son beau costume avec ses mains propres, et elle n'a rien dit du tout. Elle n'en avait pas besoin. Son silence contenait tout ce qu'on lui avait appris à ne pas dire à voix haute. Puis elle s'est dirigée vers ses enfants, a pris Grace dans ses bras et a quitté cette salle d'audience sans se retourner. Si cette histoire vous touche, écrivez le nom de votre ville dans les commentaires dès maintenant. Je veux voir jusqu'où le combat de Bessie voyage. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Celle-ci ne se termine pas comme on pourrait s'y attendre. L'annonce tenait en 3 lignes. Bessie l'avait lu tellement de fois que le papier était devenu mou au niveau du pli. Recherche cuisinière, Silver Creek, territoire du Montana. Doit nourrir 40 hommes par jour. Gîte et couvert inclus pour la cuisinière et les personnes à la charge. Bon salaire. Pas de questions posées sur le passé. Contactez Cole Maddox, Ranch Maddox. Elle était assise sur le bord du lit dans leur unique chambre de location quand Ruth est entrée du couloir, a refermé la porte derrière elle et a regardé le journal dans les mains de Bessie. Qu'est-ce que c'est? Un travail où? Dans le Montana. Ruth est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes. Non, Ruth. Maman, c'est à 2000 miles d'ici. On ne connaît personne là-bas. On n'a pas d'argent pour y aller. On ne sait rien de cet homme ou de ce ranch ou... Pas de questions posées sur le passé, a dit Bessie, et elle a levé le journal pour que Ruth puisse lire la ligne elle-même. Ruth l'a lu. Sa mâchoire s'est crispée. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il se soucie plus de ce que je sais faire que de mon apparence ou de là où j'ai été. Bessie a posé le journal. Je sais cuisiner, Ruth. C'est la seule chose que personne n'a jamais pu me contester. Ni Harold, ni ce juge, pas une seule personne qui s'est jamais assise à une table que j'ai servie. Elle a regardé sa fille droit dans les yeux. Il nous reste 22 jours à ce compte à rebours. Je ne vais pas te perdre. Je ne vais perdre aucun d'entre vous. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ruth a regardé le sol, puis elle a regardé la fenêtre, puis elle a dit, très doucement, « Je vais commencer à faire les bagages. » Bessie a écrit la lettre cette nuit-là, avec Grace endormie sur ses genoux et les garçons par terre sous la fenêtre. Elle est restée simple. 12 ans de cuisine pour une famille. 3 ans à gérer la cuisine d'une pension de mineurs à Knoxville. 62 hommes. Début à 4 heures du matin. Pas d'aide, pas d'excuses. Elle a listé ce qu'elle savait faire. Pâtisserie, conserve, boucherie, faire durer les provisions plus que quiconque n'avait le droit de s'y attendre. Elle n'a pas mentionné Frank. Elle n'a pas mentionné Harold. Elle n'a pas mentionné le juge ou les 30 jours, ou la façon dont ses mains avaient tremblé quand elle les avait plaquées sur ce bureau. Elle l'a cacheté, adressé le lendemain matin et a envoyé un télégramme à la même heure. Peut commencer immédiatement. 4 personnes à charge, tous travaillent dur. Télégraphié si acceptable. 48 heures plus tard, la réponse est arrivée. Venez, Ranch Maddox, CM 4 mots. Elle en avait espéré 5, peut-être 6. Quelque chose qui lui en dirait plus sur ce dans quoi elle s'engageait. Mais 4 mots et l'initiale d'un homme, c'était plus que ce qu'elle avait la veille. Alors, elle a plié le télégramme dans la poche de son manteau et est allée acheter 4 billets de train pour le Montana.
La diligence de Billings à Silver Creek était la dernière étape de 9 jours de voyage, et au moment où ils sont arrivés en ville, les 4 enfants avaient été réduits à leurs qualités les plus essentielles. Grace pleurait. Daniel posait des questions à quiconque voulait bien lui répondre. Eli prétendait qu'il n'était pas épuisé parce qu'il avait décidé, vers le 4e jour, que l'épuisement était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ruth observait tout avec les yeux plats et calculateurs de quelqu'un qui évaluait les dangers potentiels depuis l'âge de 11 ans. Bessie est descendue de la diligence elle-même et a aidé Grace à descendre après elle, et s'est tenue dans la rue principale de Silver Creek avec ses 4 enfants et sa malle de voyage, et elle a senti la ville avant même d'y être depuis 60 secondes. Une femme sur le trottoir d'en face a cessé de marcher, a donné un coup de coude à la femme à côté d'elle. Elles ont toutes les deux regardé. La deuxième femme a dit quelque chose derrière sa main gantée, et la première a ri. Pas fort, pas cruel, juste désinvolte. La façon dont les gens rient de choses qu'ils ont déjà décidé de ne pas prendre au sérieux. Ruth s'est rapprochée de Bessie. « Ne fais rien, a dit Bessie doucement. Je n'allais rien faire, je sais. Ne fais rien quand même. C'est vous la cuisinière? » Une voix à sa gauche. Elle s'est retournée. Un vieil homme au torse de tonneau, un visage que 60 ans de météo du Montana semblaient avoir utilisé pour s'exercer. Chapeau cabossé, vêtements de travail, des bottes qui avaient tout vu. Il la regardait comme un homme évalue une situation plutôt qu'il ne la juge, ce qui était déjà une amélioration par rapport à la femme d'en face. « C'est moi, a dit Bessie. Wade Tucker, contremaître au Ranch Maddox. Ses yeux ont balayé les 4 enfants sans ralentir. Cole m'envoie. Le chariot est à l'arrière. 8 miles de route. On a été dans une diligence pendant 9 jours, a dit Bessie. On survivra à 8 miles. Quelque chose a traversé le visage de Wade, qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui en prenait la direction. Il a attrapé sa malle, l'a soulevée comme si elle était vide, et s'est tourné vers le chariot. Puis Grace l'a regardé de derrière la jupe de Bessie. « Vous avez un très grand chapeau, » a dit Grace. Wade s'est arrêté, l'a regardé. « En effet, je peux le porter? » Grace, a dit Bessie. « C'est une question raisonnable, a dit Daniel. » Wade a enlevé son chapeau et l'a posé sur la tête de Grace. Il lui est tombé directement sur le nez. Grace l'a porté avec la dignité d'une reine. Elle l'a porté pendant les 8 miles jusqu'au ranch. Le chariot a heurté une ornière assez fort pour faire claquer les dents de Bessie, et Wade a dit, sans la regarder, « Parlez-moi de vous. Je cuisine, je travaille dur, je n'abandonne pas. Ça fait 3 choses. Dites-moi une 4e. » Bessie lui a jeté un coup d'œil. « On m'a dit que j'étais difficile. » « Par qui? » « Des gens qui voulaient que je sois plus facile. » Wade a hoché lentement la tête, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Cole n'est pas un homme facile non plus. Soit vous vous entendrez bien, soit vous le saurez dans la première heure. Il a ajusté les rênes dans un virage. Il a perdu sa femme il y a 4 ans. Son garçon, James, a 9 ans. Silencieux. Il reste dans son coin. Le ranch a eu 4 cuisiniers en 2 ans. Chacun d'eux a démissionné. Pourquoi? 40 hommes, 3 repas par jour, 6 jours par semaine. La plupart des gens ne comprennent pas ce que ça signifie vraiment jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au milieu de tout ça à 4 heures du matin avec rien d'autre qu'un poêle froid et leurs propres regrets. J'ai cuisiné pour 62 à Knoxville, a dit Bessie. 4 heures du matin, pas d'aide, pas de jour de congé, des mineurs qui se plaignaient si le café n'était pas assez chaud et qui se battaient avec vous s'il était trop chaud. Elle a regardé les montagnes devant eux. 40, ça ressemble à du repos. Cette fois, Wade a souri. Petit, bref, réel. Ne laissez pas les hommes vous entendre dire ça. Ils ont franchi une colline et le ranch s'est étendu en contrebas. Et Bessie a saisi ce qu'elle avait besoin de avoir, de bonnes clôtures, des animaux bien nourris, du matériel entretenu, une exploitation fonctionnelle dirigée par quelqu'un qui faisait l'attention. Ça lui en disait plus que n'importe quelle annonce. Le chariot est entré dans la cour et les hommes qui s'y déplaçaient ont ralenti. Elle les a sentis la regarder, a entendu le début de quelque chose d'un jeune ouvrier près de la grange, puis le silence, soudain et significatif, comme si quelqu'un lui avait marché sur le pied. Bessie est descendue, s'est tenue dans la cour, a regardé en arrière. Madame Calloway.
La voix venait de sa gauche, et elle s'est retournée. Cole Maddox n'était pas ce qu'elle s'était imaginé à partir de 4 mots et d'une initiale. Il était plus jeune que ce à quoi elle s'attendait, peut-être la mi-trentaine. Cheveux sombres, yeux bleus pâles, le genre de visage qui avait cessé de jouer un rôle pour les gens quelque part en chemin et qui s'était simplement installé dans ce qu'il était vraiment. Il portait des vêtements de travail comme ces hommes. Il se tenait comme un homme qui donne des ordres et ne se demande jamais s'ils seront suivis. Il la regardait de la même manière qu'elle le regardait, directement, en la jaugeant. Monsieur Maddox, Bessie a soutenu son regard. Elle soutenait toujours les regards. Merci pour cette opportunité. Ses yeux se sont déplacés vers les enfants. Ruth, debout et droite. Eli, la mâchoire serrée. Daniel, regardant déjà les chevaux. Grace, portant toujours le chapeau de Wade. 4, a dit Cole. Comme je l'ai indiqué dans ma lettre, vous avez indiqué des personnes à charge. Vous n'avez pas précisé 4. Est-ce que ça aurait changé votre réponse? Un temps. Ses yeux sont revenus sur les siens. Non. Alors le nombre n'a pas d'importance. Bessie a gardé une voix égale. Ils sont bien élevés, ils travaillent dur et ils n'interféreront pas avec votre exploitation. Vous avez ma parole. Cole l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, « Le dîner est à 6 heures. Il sera prêt. Les hommes s'attendent à ce qu'il soit à l'heure. Ils l'auront à l'heure. » Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Et Bessie a expiré si doucement que seule elle a su qu'elle retenait son souffle. « Eh bien, a dit Wade derrière elle, ça s'est mieux passé que la plupart du temps. » La cuisine du ranch était à elle dans les 10 minutes qui ont suivi son entrée. Elle s'y est déplacée rapidement. Poêle, provisions, chambre froide, four à pain encastré dans le mur. Et elle posait des questions tout en se déplaçant, et Wade y répondait. Et au moment où elle avait fait un tour complet, elle savait exactement avec quoi elle devait travailler et ce qu'elle pouvait mettre sur la table pour 6 heures. « Ruth, dit-elle sans se retourner. « Je cherche déjà un tablier, a dit Ruth. Il a de l'eau, je sais. Il était déjà à la pompe. Daniel, tu es responsable de Grace. Elle reste dans ses pièces. Elle ne s'approche de rien qui a des sabots. Et les choses sans sabots? Daniel, et si c'est un poulet? Les poulets n'ont pas de sabots. Techniquement, Daniel Jerome Calloway. Oui, maman. Elle avait le poêle chaud à 4 heures. Du lard salé fondu pour la graisse, des légumes racines du potager, des havets, des carottes, tout ce qui n'avait pas encore gelé, coupé et mis dans la marmite à 4 heures et quart. Du bœuf de la chambre froide, salé et dur, mis à cuire longtemps et lentement pour qu'il soit tendre à 6 heures. Elle a trouvé des pommes séchées au fond d'une étagère, un quart de sac, plus que ce à quoi elle s'attendait. Et elle a demandé à Ruth de les faire tremper pendant qu'elle commençait la pâte à pain de maïs dans 2 moules. « Maman, dit Ruth du coin où elle travaillait, sa voix prudente. Il y a un garçon. Quel garçon? Il regarde par la fenêtre. Il est là depuis environ 10 minutes. Bessie n'a pas levé les yeux de son pain de maïs. À quoi ressemble-t-il? Mince, cheveux sombres, il ressemble à son père. Le fils de Cole, James. Bessie a continué à travailler. Elle n'est pas allée à la fenêtre, n'a pas fait de signe, n'a pas invité. Elle a juste cuisiné. Et vers la 4e fois qu'elle a traversé la pièce jusqu'au poêle et en est revenue, elle a entendu la porte s'ouvrir très lentement, et de petites pas sont entrées et se sont arrêtées. Elle n'a toujours pas levé les yeux. « Il y a un tabouret au bout de la table, dit-elle. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu n'es pas obligé de parler. » Silence, puis le bruit d'un tabouret qui racle le sol, puis plus rien. James Maddox s'est assis dans sa cuisine pendant 45 minutes et n'a pas dit un seul mot. Et Bessie a cuisiné autour de lui comme s'il était un meuble dont elle avait toujours su qu'il était là. Et au moment où le pain de maïs sortait du four, il était penché en avant sur le tabouret avec les 2 coudes sur la table et son nez pointé vers l'odeur. « Pancake aux pommes, dit Bessie avant qu'il ne puisse demander, pour le dessert, si les hommes mangent leur dîner. James a regardé le plat qu'elle assemblait. Sucre brun, cannelle, les pommes trempées disposées en couches. Son visage était très immobile, de la manière dont les visages des enfants le deviennent quand ils essaient de ne pas trop vouloir quelque chose. « Ma mère faisait quelque chose comme ça, dit-il, ses premiers mots. Bessie a gardé ses mains en mouvement. « Ah, oui? Je ne me souviens pas exactement, juste l'odeur. Les odeurs restent plus longtemps que les images, a dit Bessie.
C'est juste comme ça que la mémoire fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu l'as oublié. James n'a rien dit, mais il n'est pas parti non plus. Les hommes sont entrés à 6 heures, bruyants et usés par la route, et traînant tout avec eux. Et ils ont rempli les tables de la cuisine avec l'énergie chaotique de 40 hommes qui n'avaient pas mangé un vrai repas depuis trop longtemps. Bessie s'est déplacée au milieu de tout ça, calmement. Le ragoût servi, le pain de maïs qui continuait d'arriver, le café chaud et en continu. Elle a entendu les murmures commencer et senti les évaluations. Un homme près de la porte a dit quelque chose à l'homme à côté de lui, et le deuxième homme a reniflé. Et puis, ils ont eu leur bol, et ils se sont tus. Le silence qui a suivi la première tournée de nourriture était le seul verdict qui comptait. Pas le silence de gens qui tolèrent la nourriture, le silence de gens qui avaient cessé de penser à autre chose qu'à ce qu'ils avaient devant eux. Grand Dieu, a finalement dit un homme. Il l'a dit comme une prière. C'est de la vraie nourriture, a dit un autre. Qui est-elle, a dit un troisième. C'est la nouvelle cuisinière, a dit Wade du bout de sa table. Et si l'un de vous dit quelque chose de stupide, vous mangerez le cuir de vos propres bottes pour le reste de l'hiver. C'est clair. Un murmure d'assentiment a parcouru la table. Bessie a ramassé les bols vides et n'a rien dit. Cole était assis en bout de table avec James à côté de lui. Le garçon était entré avec son père et s'était assis, et Bessie avait observé du coin de l'œil le moment où James avait vu le pancake aux pommes posé sur le buffet. La façon dont son visage avait changé, la façon dont il avait regardé son père, et Cole l'avait regardé en retour. Et aucun d'eux n'avait rien dit parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Elle faisait de la vaisselle à 8 heures quand elle a entendu les bottes de Cole sur le sol derrière elle. C'était le meilleur repas que ce ranch ait eu en 4 ans, dit-il. Merci. Les hommes parlent. Laissez-les parler. Une pause. Le gâteau aux pommes. Sa voix a changé sur ces 3 mots. Pas beaucoup, juste assez. James en a mangé 2 parts. J'ai remarqué. Il a dit que l'odeur lui était familière. Cole est resté silencieux un moment. Sa mère avait l'habitude de cuisiner. Je ne peux pas, je ne me souviens pas exactement de quoi. J'ai essayé. Il s'est arrêté, a recommencé. Il avait 5 ans quand elle est morte. Je ne pensais pas qu'il se souvenait de quoi que ce soit. Bessie a continué à laver. Il se souvient de plus de choses que vous ne le pensez, juste pas de la manière dont vous vous y attendez. Que voulez-vous dire? Ses mains savent des choses que sa tête ne sait pas. Son nez sait des choses que ses yeux ne peuvent pas retenir. Elle a posé un bol sur l'égouttoir. Ce n'est pas oublié. C'est juste là où l'amour est allé quand il n'avait nulle part où le mettre. Cole est resté silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il était peut-être parti. Puis il a dit, très doucement, « Comment savez-vous ça? Parce que j'ai 4 enfants qui ont perdu leur père il y a 2 ans. Et aucun d'eux ne le pleure de la manière dont je m'y attendais. Mais chacun d'entre eux est devenu incapable de manger son plat préféré sans quitter la table. Elle a pris un autre bol. Le deuil ne va pas là où on lui dit d'aller. » Cole n'a rien dit. Holt l'a entendu inspirer et expirer lentement. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, dit-il, et j'ai besoin d'une réponse franche. » Demandez. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici? Passe l'annonce, passe le salaire. Pourquoi Silver Creek, Montana, avec 4 enfants et rien d'autre qu'une malle et une lettre d'expérience? De quoi fuyez-vous? » Bessie a arrêté de laver. Elle ne s'est pas retournée. Elle a pensé à mentir, a construit le mensonge en 2 secondes, lisse et raisonnable. Le genre d'histoire qu'une femme prudente raconte à un employeur méfiant. Puis elle l'a mis de côté. « Le frère de mon mari essaye de me prendre mes enfants, » dit-elle. « Un juge m'a donné 30 jours pour prouver que je peux subvenir à leurs besoins seul. Il m'en reste 20. » Elle a repris le bol. « C'est la vérité, toute la vérité. Si ça change votre offre, je comprends. Mais j'ai besoin de ce travail, Monsieur Maddox. J'en ai besoin comme les gens ont besoin d'air. Et je travaillerai comme si c'était le cas chaque jour si vous me laissez rester. » Le silence s'est étiré. « 50$ par mois, a dit Cole. Gîte et couvert pour vous et les 4 enfants. Budget pour les provisions le 1er du mois. Vous rendez des comptes à la Wade. » Bessie s'est retournée. Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Pourquoi? » Il a croisé son regard. Parce qu'une femme qui dit la vérité quand un mensonge aurait été plus facile vaut la peine d'être gardée. Il s'est dirigé vers la porte. « 6 heures demain. Ne soyez pas en retard. »
Je ne suis jamais en retard, dit-elle. Il est parti. Elle laisse rester seule dans la cuisine chaude et a écouté le ranch s'installer dans la nuit autour d'elle. Grace pleurant doucement dans la pièce du fond. La voix de Ruth, basse et patiente. Eli et Daniel se disputant à propos de la paillasse en chuchotant si faiblement qu'ils pensaient qu'elle ne pouvait pas les entendre. Bessie a pressé ses deux mains à plat sur la table, de la même manière qu'elle les avait pressées sur le bureau de ce juge au Tennessee. Les mêmes mains, la même femme. 20 jours restants au compte à rebours de Harold Calloway. Elle avait une cuisine, un poêle et un homme qui payait un salaire juste aux gens qui disaient la vérité. Elle a repris son chiffon et s'est remise au travail. À la fin de la première semaine, les hommes avaient cessé de murmurer quand Bessie traversait la cuisine. Ce n'était pas la même chose que de l'accepter, mais c'était un début. Et Bessie avait appris il y a longtemps que les débuts étaient la seule chose que l'on pouvait contrôler. Tout ce qui venait après, c'était juste d'être présente. Elle était présente à 4 heures chaque matin. Le feu allumé, le café prêt, les biscuits au four avant que le premier homme ne tape la neige de ses bottes à la porte. Elle a appris leur nom dès le 3e jour. Non pas parce que quelqu'un s'était présenté, mais parce qu'elle écoutait. 40 hommes parlaient constamment quand ils pensaient que personne d'important ne prêtait attention. Et Bessie n'avait jamais de toute sa vie été le genre de femme que les gens supposaient être à l'écoute. Hector voulait son café noir et ne le buvait pas autrement. Tom Briggs mangeait tout ce qu'on lui mettait devant lui sans se plaindre, mais laissait toujours les navets. Alors, elle a commencé à cacher les navettes dans le ragoût où il ne pouvait pas les trier. Et il les mangeait sans le savoir et était en meilleure santé pour cela. Le vieux Pete avait de mauvaises dents et avait besoin que sa viande soit coupée plus finement que les autres. Et elle le faisait sans annoncer pourquoi, parce qu'il n'y avait aucune raison de l'annoncer. La dignité d'un homme ne lui coûtait rien. Vous vous en êtes souvenu, a dit le vieux Pete un soir, en regardant son assiette avec une expression qu'elle reconnaissait. Le regard de quelqu'un qui s'attendait à de petites humiliations et qui avait été surpris d'en éviter une. Mangez avant que ça ne refroidisse, dit-elle, et allez saucer à autre chose. Ruth observait tout cela depuis les bords de la cuisine, accomplissant les tâches que Bessie lui assignait. Laveur, sécher, réapprovisionner avec la compétence concentrée de quelqu'un qui était le bras droit de sa mère depuis l'âge de 10 ans. Le 4e jour, elle a dit doucement, alors qu'elle faisait la vaisselle côte à côte. « Ils vous respectent, certains d'entre eux, a dit Bessie. Plus que certains. Je regarde leur visage quand vous ne regardez pas. Ne te mette pas à l'aise, a dit Bessie. Le respect qui se gagne en une semaine peut se perdre en un jour. » Ruth est restée silencieuse un moment. L'avocat de Harold a envoyé une autre lettre. Elle était avec le courrier que Wade a ramené de la ville. Les mains de Bessie ont continué à bouger dans l'eau de vaisselle. Qu'est-ce qu'elle disait? 14 jours restants, demandant une preuve d'emploi et de logement soumise au tribunal avant la date limite, sinon la procédure se poursuivra. Ruth a fait une pause. Je ne l'ai pas ouverte. L'enveloppe était assez fine pour lire à travers. Réponds demain. Mon nom, le nom de Cole Maddox, l'adresse du ranch, 50 $ par mois plus le gîte et le couvert. Reste factuel et brève. Tu devrais l'écrire toi-même. Je le ferai. J'ai juste besoin que tu me le rappelles parce que demain matin, j'aurai 60 choses en tête et Harold Calloway n'en fera pas partie jusqu'à ce qu'il le faille. Elle a rincé un bol. Ce n'est pas l'ignorer, c'est le gérer. Ruth n'a pas répondu, ce qui signifiait qu'elle comprenait. James Maddox est revenu à la cuisine le lendemain matin et le matin d'après. Il arrivait après le petit déjeuner, quand les hommes étaient partis et que la cuisine était dans son calme d'entre-repas. Et il s'asseyait sur son tabouret, au bout de la table, sans y être invité et sans s'expliquer. Et Bessie le laissait faire. Le 3e matin, Daniel l'a découvert. « Tu es James », a dit Daniel, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec la franchise d'un enfant de 8 ans qui ne voyait aucune raison de faire des préambules. James l'a regardé. « Ouais, je suis Daniel. J'ai un frère et 2 sœurs. Tu as des frères ou des sœurs? »« Non. » « Ça doit être silencieux, » a dit Daniel avec une sympathie sincère. « Tu veux venir voir les chevaux? Ton père en a un marron que je pense être le plus grand cheval que j'ai jamais vu. »« Tu n'es pas censé t'approcher des chevaux, » a dit James. « Les hommes de mon père travaillent avec eux. Tu pourrais te faire botter. » Je n'allais pas le toucher. J'allais juste le regarder à une distance respectueuse.
Daniel a penché la tête. Tu veux venir le regarder à une distance respectueuse? James a regardé Bessie. Elle a gardé les yeux sur la pâte à pain qu'elle travaillait. N'entrez dans aucun enclos, dit-elle, et soyez de retour avant midi. Elle a entendu 2 paires de pas quitter la cuisine, et elle s'est accordé un petit moment de quelque chose qui ressemblait prudemment à de l'espoir. Cole l'a remarqué. Il est entré ce soir-là après que le dîner ait été débarrassé, ce qui était devenu une habitude qu'elle commençait à reconnaître. Et il s'est tenu dans l'embrasure de la porte comme il le faisait toujours. Comme un homme qui voulait entrer, mais qui avait perdu l'habitude d'être le bienvenu dans des pièces chaudes. James est venu dîner en parlant d'un cheval, dit-il. Le grand marron dans l'enclos est, selon Daniel, Preacher. Cole s'est appuyé contre le cadre de la porte. Il est avec moi depuis 6 ans. James le montait quand il était petit avant d'arrêter. Il a arrêté de s'approcher des chevaux après la mort de Sarah. Il disait qu'ils étaient trop bruyants. Il y est allé aujourd'hui, a dit Bessie. Je sais. Une pause. Il a parlé au dîner, vraiment parlé. Pas seulement en répondant aux questions. Bessie n'a rien dit. Quoi que vous fassiez, a dit Cole, continuez à le faire. Je ne fais rien. Je cuisine et je le laisse exister dans le même espace sans en faire une occasion. Les enfants n'ont pas besoin d'occasion. Ils ont besoin de stabilité. Cole la regarda avec ses yeux bleu pâle qui en révélaient moins que ceux de la plupart des gens. Où avez-vous appris ça? De ma mère, puis de Frank, puis de 4 enfants qui avaient besoin de choses différentes de moi en même temps. Elle a plié un torchon. C'est juste faire attention. Cole est resté silencieux assez longtemps pour que le silence se transforme en quelque chose de différent. Puis il a dit, « La ville parle. » Bessie s'y attendait. À propos de quoi? D'une veuve avec 4 enfants vivant sur mon ranch. Sa voix était prudente, plate de la manière délibérée d'un homme qui choisit ses mots. Dorothy Hale. C'est la femme du banquier. Elle dirige la plupart de ce qui se décide socialement dans cette ville. Elle a dit quelque chose au Reverend Parrish dimanche. Il l'a dit à Wade, Wade me l'a dit. Qu'a-t-elle dit? Que ce n'était pas approprié. Une pause. Qu'une femme dans votre condition vivant sous le toit d'un homme célibataire envoyait un message qu'elle ne voulait pas voir envoyé dans sa communauté. Bessie a posé le torchon. Ma condition, ce sont ses mots. Elle veut dire grosse. Cole n'a pas bronché. Elle veut dire non mariée et sans chaperon, et pas ce à quoi elle s'attendait. Le fait d'être grosse est juste la partie qu'elle peut dire à voix haute, sans admettre ce qu'elle pense vraiment. Il s'est redressé dans l'embrasure de la porte. Je veux que vous sachiez que je me fiche de ce que pense Dorothy Hale. Mais vous vous souciez de ce que la ville pense. Je me soucie de ce que ça vous fera, à vous et à vos enfants, si la ville décide de rendre les choses difficiles. Sa voix était égale, pas défensive, factuelle. J'ai vu Dorothy Hale rendre les choses très difficiles pour les gens qu'elle décide de cibler. Alors elle ferait mieux de s'habituer à être déçue, a dit Bessie, parce que je ne vais nulle part. Quelque chose a bougé dans l'expression de Cole, trop vite pour être nommé. Bien, dit-il, et il est parti. Dorothy Hale est apparue au ranch 11 jours après l'arrivée de Bessie, un mardi matin où le ciel était de la couleur de l'étain vieilli et où le vent avait décidé de se faire connaître. Bessie a entendu la calèche de l'intérieur de la cuisine. Elle a entendu la voix de Wade, puis celle d'une femme, aiguë, et portant le genre de certitude qui vient de décennies où on vous a donné raison. Puis la porte de la cuisine s'est ouverte et Wade s'est penché à l'intérieur. « J'ai une visiteuse qui demande Cole, a-t-il dit. Cole est dans le pâturage nord. Il ne sera pas de retour avant midi. Alors elle devra revenir à midi, a dit Bessie en oui, demande de avait les yeux. Elle demande à attendre à l'intérieur, dans la maison principale. La maison principale n'est pas à moi de l'offrir. Un temps. Elle pose des questions sur vous, spécifiquement, a dit Wade. Par votre nom. Bessie a levé les yeux alors. Le visage de Wade était neutre de la manière qui signifiait qu'il y travaillait. Elle s'est essuyé les mains. Faites-la entrer ici. Les sourcils de Wade se sont levés d'exactement 1/4 de pouce, ce qui pour Wade constituait un choc visible. Puis il a reculé. Dorothy Hale était une belle femme d'une 50aine d'années, vêtue du genre de vêtements qui exigeait qu'une ville vaille la peine de s'habiller pour elle. Elle avait la posture de quelqu'un qui avait décidé très tôt que la meilleure défense était une bonne première impression.
Et elle est entrée dans la cuisine avec l'attitude particulière d'une femme qui n'avait jamais eu à se demander si elle était la bienvenue quelque part. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la porte et a regardé Bessie de la manière dont Bessie avait été regardée 1000 fois, de la tête aux pieds, sans se presser, cataloguant tout et approuvant très peu de choses. « Vous êtes la cuisinière », a dit Dorothy. « C'est moi. » Bessie n'a pas tendu la main. « Madame Calloway, et vous êtes ?» « Dorothy Hale. »« Mon mari est Edmund Hale. Il détient l'hypothèque sur ce ranch. » Elle l'a dit agréablement, comme si elle partageait une bonne nouvelle. Bessie a entendu le poids dans ses mots, l'a laissé planer. « Monsieur Maddox est sorti jusqu'à midi. Vous êtes la bienvenue pour revenir à ce moment-là. » « Je ne suis pas venu voir Cole. » Dorothy s'est avancée dans la pièce, passant un doigt ganté sur le bord de la table de préparation. Et regardez son doigt. « Je suis venu me rassurer sur la situation ici. » « Quelle situation? » « Vous, vos enfants, votre présence sur cette propriété. » Les yeux de Dorothy ont balayé la cuisine, ont remarqué Ruth qui travaillait au fond, Grace assise sur un tabouret avec un bol de haricots secs qu'elle triait, parce que Bessie avait appris que Grace avait besoin d'une tâche où elle en trouverait une de son choix. Quel arrangement domestique! « Je cuisine pour 40 hommes 3 repas par jour, » a dit Bessie. « C'est ça l'arrangement. Et vos enfants vivent ici. » « Mes enfants vivent là où je vis. Cela faisait partie du contrat de travail. » Dorothy s'est retournée vers elle. Son sourire était du genre qui ne se donnait pas la peine d'atteindre ses yeux. « Vous comprenez, Madame Calloway, que Silver Creek est une petite communauté. Les gens ici attachent de l'importance à la bienséance, à la réputation, à l'apparence du bon ordre. » « J'en suis sûr, une femme de votre... » Dorothy a fait une pause, faisant la même chose que la femme du juge au Tennessee avait l'habitude de faire, laissant le silence avant le mot faire le travail. « Condition, vivant sur la propriété d'un veuf sans famille, ni chaperon, ni aucun lien avec cette communauté. Cela crée une impression. »« Ah oui, » a dit Bessie. « Les gens parlent. Les gens parlent toujours, ça ne leur donne pas raison. » Le sourire de Dorothy s'est aminci. « Je me demande si vous comprenez ce que signifie avoir les mauvaises personnes qui parlent de vous dans une ville comme celle-ci. La mauvaise impression peut rendre très difficile l'achat de provisions au magasin général, de faire des réparations dans la cuisine, de recevoir du courrier sans qu'il n'arrive ouvert. » Elle a penché la tête. « Ces choses arrivent quand une communauté décide que quelqu'un n'a pas sa place. » Grace avait arrêté de trier les haricots. Elle regardait Dorothy avec les grands yeux sérieux d'une enfant de 5 ans qui ne comprenait pas les mots mais comprenait chaque note de la musique. Bessie a fait un pas en avant. Elle a gardé sa voix parfaitement égale. « Madame Hale, je suis venue à Silver Creek pour faire un travail et garder mes enfants. C'est tout ce que je suis venu faire. Je ne suis pas une menace pour votre communauté, votre réputation ou votre sens de comment les choses devraient paraître. » Elle a fait une pause. « Mais je veux être honnête avec vous, puisque l'honnêteté semble manquer dans cette conversation. On m'a dit toute ma vie que je prenais trop de place, que les femmes qui me ressemblent devraient être reconnaissantes pour tout ce qu'on leur donne et silencieuses sur ce qu'on ne leur donne pas. Je ne suis pas reconnaissante et je ne suis pas silencieuse. Et si c'est un problème pour Silver Creek, alors Silver Creek va devoir s'habituer à être mal à l'aise. » Le silence dans la cuisine était absolu. Même le feu dans le poêle semblait retenir son souffle. Le visage de Dorothy s'était figé. Pas rouge, pas pâle, figé. Comme une femme qui recalcule. « Vous avez du cran, » a-t-elle finalement dit. « J'ai 4 enfants et un travail à faire, » a dit Bessie. « Le cran, c'est juste ce à quoi ça ressemble de l'extérieur. » Dorothy l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a lissé ses gants, un coup sur le droit, un coup sur le gauche, et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée, la main sur le cadre. « Je vous observerai, Madame Calloway. »« Je n'en attendais pas moins, » a dit Bessie. La porte s'est fermée. Ruth a expiré au fond de la table, un souffle long, lent, légèrement tremblant sur les bords. Grace a pris un haricot et l'a mis dans le mauvais bol, puis s'est corrigée très soigneusement. « Maman, » a dit Ruth, « ne dis rien. Elle va créer des problèmes. » Elle allait toujours créer des problèmes. Elle voulait juste s'assurer que je savais que ça arrivait. Bessie s'est retournée vers le poêle. « Maintenant, nous savons. Remets-toi au travail. » Cole l'a appris de Wade avant de l'apprendre de Bessie. Il est entré dans la cuisine ce soir-là
avec une expression particulière à la mâchoire qui signifiait qu'il avait ruminé quelque chose pendant plusieurs heures. Dorothy Hale est venue ici ce matin, a-t-il dit. En effet, Wade dit que vous l'avez renvoyée. Je lui ai dit de revenir à midi si elle voulait vous parler. Elle n'est pas revenue. Bessie a remué la marmite sans le regarder. Nous avons eu une conversation entre-temps. À propos de quoi? Du genre de femme que je suis et du genre de problème qu'elle pourrait créer si elle décidait que j'étais le mauvais genre. Elle a fait une pause. Je lui ai dit que je ne bougeais pas. Cole est resté silencieux un moment. Son mari détient mon hypothèque. Je sais, elle me l'a dit. Bessie, il a utilisé son prénom pour la première fois et elle l'a remarqué et elle a gardé son visage neutre pour qu'il ne puisse pas voir qu'elle l'avait remarqué. Edmund Hale n'est pas un mauvais homme, mais il fait ce que sa femme demande. Si Dorothy décide qu'elle veut que je vous renvoie de cette propriété, alors vous devrez décider quel genre d'homme vous êtes. Elle s'est retournée pour lui faire face. Droite, stable. Je ne vous demande pas d'entrer en guerre pour moi, Cole. Je vous demande de me laisser faire mon travail jusqu'à ce que quelqu'un me traîne physiquement loin d'ici. Pouvez-vous faire ça? Il l'a regardé. Quelque chose a bougé derrière ses yeux pâles, quelque chose de compliqué et de non résolu, le regard d'un homme qui avait réfléchi à quelque chose sous plusieurs angles et n'avait pas encore trouvé le bon. Elle va s'en prendre à vos lignes d'approvisionnement, a-t-il dit. Le magasin général, les produits secs, le boucher. Elle s'assurera que vous ne pouvez pas obtenir ce dont vous avez besoin pour faire votre travail. Alors je trouverai d'autres moyens de l'obtenir. Elle s'en prendra à vos enfants, s'assurera qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'école, à l'église. Mes enfants ont survécu à la perte de leur père, à une salle d'audience et à 9 jours dans une diligence. Ils peuvent survivre à Dorothy Hale. Bessie a croisé les bras. Ce dont j'ai besoin de vous est simple. J'ai besoin que vous ne me demandiez pas de partir avant que je vous ai donné une raison de me le demander. Tout le reste, je le gérerai. Cole l'a regardé pendant un long moment, assez longtemps pour que Bessie commence à se demander si elle l'avait mal jugé, si c'était le moment où l'homme qui l'avait embauché pesait sa valeur contre son confort et faisait le calcul qu'elle craignait depuis le Tennessee. Puis il a dit « Personne ne vous demande de partir ». Elle a expiré lentement. « Bien. Dorothy Hale peut aller au diable, a-t-il dit, et il est sorti. Wade est apparu dans l'embrasure de la porte pas 3 secondes plus tard, comme s'il s'était tenu juste à l'extérieur. « Je suis contremaître ici depuis 25 ans, a-t-il dit, et je n'ai jamais entendu cet homme dire quelque chose comme ça à propos de qui que ce soit. »« Ferme la porte, Wade, a dit Bessie. Tu laisses entrer le froid. » Il a souri un sourire large et sans retenue, comme il le faisait rarement, et a fermé la porte. Cette nuit-là, après que la cuisine se soit calmée et que les enfants se soient endormis, Bessie s'est assise à la table de préparation avec un stylo et du papier et a écrit la lettre au tribunal. Son nom, le nom de Cole Maddox, Ranch Maddox, Silver Creek, territoire du Montana. Emploi commencé 11 jours auparavant. Salaire de 50 $ par mois. Logement fourni pour elle-même et 4 enfants mineurs. Travail satisfaisant pour l'employeur. Elle l'a signé, plié, cacheté. 13 jours restants au compte à rebours de Harold Calloway. Elle a mis la lettre dans la poche de son manteau et s'est assise dans la cuisine sombre et a écouté le ranch respirer autour d'elle. Le vent, le bétail qui s'installait, quelque part dans la maison principale une porte qui se fermait doucement. Et elle s'est permis de sentir juste pour une minute à quel point elle était épuisée, à quel point la fatigue était profonde, à quel point elle portait de choses qu'elle ne pouvait pas encore poser. Puis elle s'est levée, a entretenu le feu pour le matin et est allée se coucher. 4 heures arriveraient, qu'elle soit prête ou non. Elle avait l'intention d'être prête. La lettre du tribunal est arrivée 9 jours plus tard et ce n'était pas ce pourquoi Bessie avait prié. Elle était au poêle quand Wade a apporté le courrier, posant la pile au bout de la table, comme il le faisait toujours, sans commentaire. Et elle a reconnu celle qu'elle cherchait au poids de l'enveloppe avant même de la retourner. Papier officiel, SCO officiel. Elle s'est essuyé les mains, l'a prise et l'a lue debout, là, avec les biscuits du matin qui brunissaient derrière elle. Ruth est entrée de la pièce du fond et s'est arrêtée quand elle a vu le visage de Bessie. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» a-t-elle demandé. Harold a soumis une contre-déclaration. Bessie a plié la lettre avec 2 plis nets.
Il soutient qu'un emploi dans un ranch n'est pas un environnement domestique stable pour des enfants, que vivre dans une cuisine sans tuteur masculin présent dans le foyer constitue une négligence. Elle a mis la lettre dans la poche de son tablier. Nous avons 4 jours. Ruth est devenue très immobile. 4 jours avant quoi? Avant qu'un juge de circuit ne passe par Silver Creek pour rendre une décision. Bessie s'est retournée vers le poêle et a vérifié ses biscuits. Quelqu'un a dit à Harold où nous étions. Quelqu'un dans cette ville. Elle a sorti le plat. Lève les garçons. Petit déjeuner dans 20 minutes. Maman. 20 minutes, Ruth. Ruth est partie. Bessie est restée au poêle et a respiré comme sa mère lui avait appris à respirer quand les choses allaient mal. Bas et lent, depuis le ventre. Le genre de respiration qui ne ressemblait à rien de l'extérieur. Le genre qui vous maintenait debout quand tout en vous voulait s'effondrer. Elle a servi le petit déjeuner à 5h30 comme tous les autres matins. Biscuits, lard salé, pommes de terre frites, café qui ne s'arrêtait pas. Elle s'est déplacée dans la cuisine, stable et égale, et n'a rien laissé paraître sur son visage. Cole est entré à la fin du service du petit déjeuner, quand les autres hommes étaient partis, et il s'est arrêté quand il l'a vu. Quelque chose s'est passé, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Elle avait commencé à comprendre ça chez lui. Il observait les gens comme elle observait les gens, tranquillement et depuis les bords, cataloguant ce qu'ils ne disaient pas. « Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je vais vous chercher du café. » « Je n'ai pas besoin de café. »« Je sais. Asseyez-vous quand même. » Il s'est assis. Elle a versé 2 tasses, en a posé une devant lui, a gardé l'autre pour elle, et s'est assise en face de lui et lui a parlé de la lettre. De tout. La contre-déclaration de Harold, le langage sur l'environnement instable, les 4 jours, le juge de circuit. Elle a gardé sa voix de la même manière qu'elle avait gardé son visage toute la matinée, égale, factuelle, sans plus d'émotion que l'information ne l'exigeait. Cole a écouté sans l'interrompre. C'était quelque chose qu'elle avait aussi appris sur lui. Il avait une immobilité particulière lorsqu'il recevait des informations qui devaient être prises au sérieux. La plupart des hommes bougeaient ou regardaient leurs mains ou faisaient des bruits pour montrer qu'ils écoutaient. Cole devenait simplement silencieux d'une manière qui signifiait que chaque partie de lui prêtait attention. Quand elle a fini, il a pris sa tasse de café, l'a reposée sans boire. « Qui a dit à Harold que vous étiez ici? »« Je ne sais pas. »« Moi, si. » Sa voix était devenue plate de cette manière spécifique. Dorothy Hale a une sœur à Billings. L'avocat de Harold Calloway opère depuis Billings. Il l'a regardé. Ce n'est pas une coïncidence. Bessie a absorbé cela. Elle a découvert où il était et lui a dit où j'étais. Elle l'aurait fait dans la première semaine. Dorothy n'attend pas quand elle décide qu'elle veut que quelque chose disparaisse. La mâchoire de Cole s'est crispée. J'aurais dû anticiper ça. Ce n'est pas votre faute. Je vous ai embauché. Cela en fait en partie ma responsabilité. Elle a utilisé son prénom comme il avait utilisé le sien, et il a cessé de parler. Ne prenez pas la responsabilité de ce qu'une femme vindicative a choisi de faire. Vous vous épuiserez et ça ne m'aidera pas. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. Ce à quoi je dois penser, c'est l'audience. 4 jours. Je dois démontrer un emploi stable, un logement stable et des provisions adéquates pour 4 enfants. Ce que je fais ici remplit ces 3 conditions. Elle a fait une pause. Si vous êtes prêt à le dire. Je dirais plus que ça. Sa voix était calme, mais il n'y avait rien d'incertain dedans. J'irai à cette audience et je dirai à ce juge exactement quel genre de femme vous êtes et quel genre de foyer vous avez créé dans cette cuisine et ce que vous avez fait pour mon ranch et mon fils en 3 semaines. Il l'a regardé par-dessus la table. Personne ne prendra vos enfants, Bessie. Elle a soutenu son regard. Elle l'a soutenu plus longtemps qu'elle n'aurait dû peut-être, mais elle avait besoin de voir s'il le pensait comme ça sonnait, ou si c'était le genre de choses qu'un homme descendit parce que le moment l'exige. Ce qu'elle a vu sur son visage n'était pas une performance. C'était de la même expression déterminée qu'il avait quand il parlait de son bétail ou de sa terre. Le regard d'un homme parlant de quelque chose qui lui appartenait de protéger. « Merci », a-t-elle dit, doucement, comme quelque chose qui lui coûtait. Il a hoché la tête une fois, s'est reculé de la table et est parti pour le pâturage nord. Bessie a bu son café seul dans la cuisine vide et s'est accordé 3 minutes de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement.
Puis elle s'est levée et a commencé le repas de midi. Dorothy Hale a agi rapidement, ce qui a indiqué à Bessie qu'elle s'attendait à ce que la lettre du tribunal produise un résultat différent, un qui aurait renvoyé Bessie avant même qu'une audience ne soit nécessaire. Quand cela ne s'est pas produit, elle a changé d'approche. Le premier signe a été le magasin général. Bessie a envoyé Eli en ville avec Wade ce jeudi-là pour les provisions hebdomadaires. Et Wade est revenu 2 heures plus tard avec un chariot à moitié vide et un visage qui s'efforçait de rester neutre. Thompson dit que la commande de farine n'est pas arrivée, a dit Wade. L'expédition de Lord Saleh est retardée. Les grains de café, il les a vendus à un autre acheteur avant que la nôtre ne soit confirmée. Il a posé ce qu'il avait réussi à obtenir. Tout cela pourrait être vrai. Les lignes d'approvisionnement en hiver se compliquent. Tout cela pourrait être vrai, a convenu Bessie. Donne-moi ce reçu. Elle a regardé le reçu, a regardé ce qui manquait, a regardé ce que Thompson avait réussi à avoir en stock pour tous les autres acheteurs dont Wade avait énuméré les noms sur le chemin du retour, parce que Wade était un homme qui faisait attention et il savait qu'elle voudrait savoir. D'accord, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a sur ce chariot? Alors c'est avec ça que je vais travailler. Elle a rendu le reçu. Dis aux hommes que le dîner sera peut-être un peu différent ce soir. Dis-leur que j'ai dit que ce sera quand même bon. Est-ce que ça va être bon? Wade. D'accord. Il a pris un sac de semoule de maïs. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Occupe les garçons pour qu'ils ne remarquent pas que je suis nerveuse. Il a porté le sac à l'intérieur sans un autre mot. Elle s'est débrouillée. C'était une compétence qu'elle avait développée si tôt dans la vie qu'elle ne se souvenait pas l'avoir apprise. La capacité de regarder un ensemble de ressources insuffisant et de trouver ce qui pouvait en être construit. Elle a fait durer la viande plus longtemps avec des haricots secs et des oignons sauvages qu'Eli avait trouvés le long du ruisseau la semaine précédente. Elle a fait 2 sortes de pain pour compenser le volume manquant du repas. Elle a mis toutes ses compétences dans ce dîner parce que ses enfants étaient assis dans la pièce du fond, que son audience était dans 3 jours, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre le respect de 40 hommes qui avaient passé 3 semaines à apprendre qu'elle valait la peine d'être respectée. Les hommes ont mangé. Les hommes se sont resservis. Le vieux Pete a dit, en se reculant de la table, « Je ne sais pas si c'est qu'elle a fait de différent ce soir, mais je veux qu'elle le fasse tous les soirs. » « Il n'y a rien de différent, a dit Hector. C'est juste bon. » Bessie a ramassé les assiettes et n'a rien dit. James l'a trouvé après le départ des hommes, comme il avait commencé à le faire, apparaissant dans la cuisine avec l'instinct silencieux d'un enfant qui avait appris quelle pièce était sûre. Il s'est assis sur son tabouret et l'a regardé travailler pendant un moment. Et puis il a dit, « Daniel m'a parlé de l'audience. » Bessie a continué à laver. « Daniel parle trop. Il est inquiet. Il n'a pas besoin de l'être. Il a dit qu'un homme veut vous emmener. Vous emmenez tous. Cet homme ne nous connaît pas très bien. » Bessie a posé un bol sur l'égouttoir. « Qu'as-tu dit à Daniel? » « Je lui ai dit que mon père ne laisserait pas ça arriver. » James l'a dit avec la certitude simple d'un enfant de 9 ans qui a décidé que quelque chose était vrai et ne voyait aucune raison de le remettre en question. « Il ne le laissera pas. » « Il l'a dit. Il t'a parlé de l'audience? » « Je l'ai entendu parler à Wade. » Une pause. « J'entends beaucoup de choses. Les gens oublient que je suis là. » Il l'a dit sans apitoiement, juste comme un fait de sa vie. Bessie a reconnu cela comme une chose que les enfants apprennent quand ils passent trop de temps seuls. « Ton père est un homme bon, a-t-elle dit. « Je sais. » Puis, après un moment, « Avez-vous peur? » Bessie a envisagé de mentir, a décidé de ne pas le faire. « Oui. Même si vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Surtout parce que je n'ai pas l'air d'avoir peur. Ça demande plus d'énergie que les gens ne le pensent. » Elle l'a regardé par-dessus son épaule. On peut avoir peur et quand même faire ce qu'on a à faire. C'est le seul genre de courage qui soit réel. James a réfléchi à cela. Mon père a peur aussi, a-t-il dit. Il ne le montre pas. Mais je le vois. De quoi a-t-il peur? James la regarda avec ses yeux pâles qui allaient être les yeux de son père dans 20 ans. Je pense, dit-il prudemment, qu'il a peur que les choses s'améliorent. Parce que quand les choses s'améliorent, on n'a plus à perdre. Bessie est restée très immobile à l'évier pendant un moment. Puis elle a dit, « Tu es bien trop perspicace pour un enfant de 9 ans. »
C'est ce que dit Wade. Wade a raison sur la plupart des choses. James a presque souri. C'était bref et peu pratiqué. Homme de ce... Il a crié. Comme un mot qu'il n'avait pas utilisé depuis un moment. Ne les laissez pas vous emmener, a-t-il dit, et il a glissé de son tabouret et est retourné à la maison principale. Bessie est restée dans la cuisine vide et a senti la vérité de tout ce que ce garçon venait de dire atterrir dans sa poitrine et y rester. Dorothy Hale est revenue au ranch 2 jours avant l'audience. Cette fois, elle n'a pas prévenu. Sa calèche est entrée dans la cour en milieu de matinée et Bessie l'a observée depuis la fenêtre de la cuisine, ses mains s'immobilisant déjà sur ce qu'elle était en train de faire. Cole était sorti. Bien sûr qu'il l'était. Wade était avec lui. La cour comptait une poignée d'hommes, aucun d'entre eux n'étant un ancien, et Dorothy Hale est descendue de sa calèche avec un homme à ses côtés, jeune dans un manteau trop beau pour la campagne, portant une mallette en cuir. Bessie est sortie avant qu'il n'ait traversé la moitié de la cour. « Madame Hale », a-t-elle dit. Dorothy s'est arrêtée. Elle ne s'y attendait pas, s'attendait à être accueillie à la porte, peut-être, ou pas du tout. « Madame Calloway », ses yeux se sont tournés vers l'homme à côté d'elle. « Voici Monsieur Greer. Il représente les intérêts de Harold Calloway dans ce territoire. » Bessie a regardé l'avocat. Il l'a regardé en retour avec une expression professionnellement neutre d'un homme qui faisait cela pour de l'argent et essayait de ne pas avoir de sentiments à ce sujet. « Monsieur Maddox n'est pas là, » a dit Bessie. « Nous ne sommes pas ici pour voir Monsieur Maddox. » La voix de Dorothy était agréable, de la manière dont une porte fermée est agréable. Surface lisse, rien derrière. Nous aimerions voir les quartiers d'habitation fournis pour vos enfants. Monsieur Greer doit évaluer si les logements répondent à la norme du tribunal pour un logement adéquat. Vous avez besoin d'une ordonnance du tribunal pour inspecter ma maison. Nous en avons une. Greer a sorti une enveloppe de sa mallette, signée hier par le juge Warren. Inspection standard précédant l'audience. Bessie a pris l'enveloppe, l'a lue. C'était vrai. Le sceau était correct. Le langage était correct. Elle avait été déjouée et elle le savait. Et elle avait environ 10 secondes pour décider comment réagir. « Entrez », a-t-elle dit. Elle a reculé et les a laissés entrer dans la cuisine. Greer s'est déplacé à l'intérieur avec sa maillette en cuir, regardant tout, prenant des notes qu'elle ne pouvait pas lire. Dorothy a suivi, ses yeux parcourant chaque surface avec l'expression d'une femme espérant trouver quelque chose qui n'allait pas et trouvant cela plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. La cuisine était impeccable. Elle avait été impeccable chaque jour depuis l'arrivée de Bessie, parce qu'une cuisine propre était quelque chose qu'elle contrôlait quand elle ne pouvait pas contrôler d'autres choses, et elle l'avait traitée en conséquence. Ruth est sortie de la pièce du fond et s'est arrêtée. « Tout va bien », a dit Bessie. « Va chercher tes frères et ta sœur. Amène-les ici. » Ruth a disparu. Greer écrivait quelque chose. Dorothy regardait le four à pain. « Vous avez construit ça ?» a-t-elle dit. « Il était déjà construit. Je l'entretiens. » Dorothy s'est dirigée vers les pièces du fond. « Vous pouvez regarder, » a dit Bessie, « mais vous restez dans l'embrasure de la porte. Ce sont les chambres de mes enfants. » Dorothy s'est retournée. Quelque chose a vacillé sur son visage. L'inspection. L'ordonnance dit d'inspecter les lieux. Elle ne dit pas d'entrer dans chaque pièce sans y être invitée. Bessie a soutenu son regard. L'embrasure de la porte, Madame Hale. Un temps, Dorothy est allée à l'embrasure. Les enfants sont arrivés. Ruth d'abord, puis Eli, puis Daniel, puis Grace tenant la main de Ruth. Ils étaient propres, habillés, alertes. Le visage de Ruth était le visage contrôlé d'une jeune fille de 14 ans que Bessie admirait et pour lequel elle souffrait à la fois. Eli se tenait droit, le menton levé. Daniel a évalué Greer avec le regard calculateur d'un enfant de 8 ans, essayant de savoir si cet homme était une menace. Grace a regardé Dorothy. « Vous avez une jolie robe », a dit Grace. Dorothy a cligné des yeux. C'était la première fois que Bessie la voyait cligner des yeux devant quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. « Merci », a-t-elle dit sèchement. « Êtes-vous une amie de maman? » « Grace », a dit Ruth doucement. « C'est une visiteuse », a dit Bessie. « Les visiteurs viennent et puis ils s'en vont. » Greer a fermé sa maillette en cuir. « Madame Calloway. » « Les logements sont... » Il a fait une pause, et Bessie pouvait le voir ajuster quelque chose dans ses propres attentes. « Adéquat. Je le noterai dans mon rapport. Vous noterez qu'ils sont plus qu'adéquats, a dit Bessie.
Vous noterez que ces 4 enfants sont en bonne santé, propres et bien soignés. Vous noterez qu'ils ont des lits et de la nourriture et une mère qui se lève à 4 heures du matin chaque jour pour subvenir à leurs besoins. Vous noterez tout cela dans votre rapport, Monsieur Greer, parce que tout est vrai. Et vous avez l'air d'un homme qui écrit ce qui est vrai. Greer l'a regardé, puis il a écrit autre chose dans ses notes. Oui, madame, a-t-il dit. La mâchoire de Dorothy était serrée. Elle a regardé Bessie avec l'expression d'une femme qui s'attendait à ce que cette expédition accomplisse quelque chose de spécifique et qui était en train de recalibrer. L'audience est après-demain, a-t-elle dit. Harold Calloway sera là. Je sais, il a un bon dossier, madame Calloway. Un foyer stable, une structure familiale, la sécurité financière. Il peut offrir à ses enfants des choses qu'une cuisine de ranch dans le Montana ne peut pas. Il peut leur offrir un homme qui s'est battu contre leur mère dans une salle d'audience pour la garde d'enfants qu'il n'est jamais venu voir une seule fois quand leur père était mourant. La voix de Bessie était calme et absolument égale. Il peut leur offrir tout sauf une mère qui les aime. Et ce n'est pas un échange que je suis prêt à faire. Dorothy la regarda pendant un long moment. À ce moment-là, Bessie vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Pas du triomphe, pas du mépris, quelque chose qui aurait pu être enfoui très profondément et lourdement défendu. Du respect. C'était parti avant qu'elle ne puisse être sûre que c'était là. « Bonne journée, Madame Calloway », a dit Dorothy, et elle est sortie. Greer a suivi. La calèche a quitté la cour. Ruth est allée se tenir à côté de Bessie, et pendant un moment, elle regardait toutes les deux la poussière retomber. « Harold va être là, » a dit Ruth. « Je sais. Il va dire des choses sur nous, sur ce que nous n'avons pas. Il peut dire ce qu'il veut. Nous serons là pour y répondre. » Bessie a posé sa main sur l'épaule de Ruth, brièvement, fermement. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'ici l'audience. » « Quoi? »« Sois exactement ce que tu es. Ne joue pas un rôle. N'essaie pas d'être plus. Sois juste toi. » Ruth Calloway, Tadami, 14 ans à temps, intelligente, stable et bonne, et laisse le juge voir à quoi ça ressemble. Elle a serré une fois. C'est tout. Ruth s'est redressée, a hoché la tête et est retournée à l'intérieur. Cole est revenu ce soir-là et Wade lui a parlé de l'inspection avant que Bessie ne le puisse. Et il est entré dans la cuisine avec son chapeau encore sur la tête, ce qui était inhabituel. Et il s'est tenu au bout de la table et a dit « Pourquoi n'as-tu envoyé personne me chercher? »« Parce que je m'en suis occupé. »« Bessie. »« Cole. » Elle s'est retournée du poil. « Je me suis occupé des choses toute seule toute ma vie. Je ne vais pas prendre l'habitude de courir chercher de l'aide chaque fois que quelque chose ne va pas, parce que les choses vont mal constamment. Et vous avez un ranch à gérer. » Elle a soutenu son regard. « Ce que vous pouvez faire, c'est venir à cette audience après-demain et dire ce que vous m'avez dit que vous diriez. C'est ce dont j'ai besoin de vous. » Il a enlevé son chapeau, l'a tenu dans ses 2 mains. Il la regarda avec ce regard compliqué et non résolu qu'elle avait commencé à reconnaître. Celui qui signifiait qu'il était quelque part entre 2 choses et n'avait pas décidé dans quelle direction bouger. « Harold Calloway va se tenir devant un juge et vous qualifier d'inapte, » a-t-il dit. Il va tout utiliser. Où vous vivez, votre apparence, le fait que vous travaillez pour un homme célibataire. Je sais. Je veux dire quelque chose avant que ça n'arrive. Il a posé son chapeau sur la table. Je veux te le dire maintenant, pas dans cette salle d'audience, juste ici. Il la regarda droit dans les yeux, de la manière dont elle avait fini par comprendre que c'était la seule façon pour cet homme de regarder tout ce qui comptait pour lui. En 3 semaines, vous avez fait plus pour ce ranch et pour mon fils que quiconque n'a fait dans 4 ans. James rit. Comprenez-vous ce que je vous dis? Il rit. Il va à la grange, il parle au dîner. Il m'a dit la semaine dernière qu'il voulait apprendre à cuisiner parce que vous regardez le faire donne l'impression que c'est la chose la plus importante qu'une personne puisse faire. La gorge de Bessie s'est serrée. Elle a gardé son visage impassible. Vous avez fait de cet endroit quelque chose d'autre qu'un lieu que je ne faisais que maintenir, a dit Cole. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas comment... Il s'est arrêté, a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, a réessayé. Je ne dis pas bien les choses, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai besoin que vous sachiez que quoi qu'il arrive à cette audience, quelle que soit la décision de ce juge,
Je n'ai pas fini de me battre pour que vous restiez ici. Ce n'est pas seulement une question de cuisine. Vous me comprenez? Elle le comprenait. Elle le comprenait si clairement qu'elle a dû détourner le regard de son visage un instant, regarder le poêle, le mur, n'importe quoi qui n'était pas ses yeux bleus pâles disant des choses que sa bouche rattrapait encore. « Je vous comprends », a-t-elle dit. « Bien. » Il a ramassé son chapeau. « Le dîner sent bon. Il est prêt. » Il a remis son chapeau et est allé appeler les hommes, et Bessie est restée au poêle et a pressé une main à plat contre la surface en fonte, prudemment, juste au bord de la chaleur, juste assez pour la sentir. Et elle a pensé à James qui riait, et à Ruth qui faisait ses bagages, et à Harold Calloway assis quelque part à Silver Creek ce soir dans une chambre louée, et affûtant chaque argument qu'il avait. 2 jours, elle avait 2 jours, une audience, et un homme qui venait de lui dire qu'il n'avait pas fini de se battre. Pour la première fois depuis cette salle d'audience au Tennessee, Bessie Calloway s'est permis de croire que cela pourrait être suffisant. Le matin de l'audience, Bessie s'est réveillée à 3 heures au lieu de 4 et est restée dans le noir à écouter ses enfants respirer. Grace était blottie contre Ruth comme elle les dormait depuis sa naissance, un poing sous son menton. Allie avait son bras sur ses yeux même en dormant, bloquant une lumière qui n'était pas là, ce qu'il faisait depuis qu'il avait l'âge de Daniel, et Frank disait que cela signifiait que le garçon était toujours préparé au pire. Daniel était sur le dos, la bouche légèrement ouverte, ce qui était le seul moment dans une journée de 24 heures où Daniel ne parlait pas. Bessie a regardé chacun d'eux dans le noir et s'est fait une promesse qu'elle n'a pas mise en mots, car la mettre en mots en faisait quelque chose qui pouvait être brisé. Elle s'est levée, a allumé le feu, a fait du café, s'est tenue au poêle dans le silence sombre de la cuisine et a bu une tasse seule avant que quiconque d'autre au monde ne soit réveillé. Et elle a laissé cela être suffisant. Au moment où Cole a frappé à la porte de la cuisine à 7 heures, elle avait débarrassé le petit déjeuner, habillé les enfants de leurs plus beaux vêtements et coiffé les cheveux de Ruth en 2 tresses propres que Bessie avait épinglées comme sa propre mère le faisait pour l'Église. Ruth s'est soumise à cela sans commentaire, ce qui était sa propre forme d'amour. Cole l'a regardée quand elle a ouvert la porte. Il a vu les enfants alignés derrière elle, Daniel se tenant droit pour une fois, Grace tenant la main d'Eli, et quelque chose a traversé son visage et a disparu. « Le chariot est prêt », a-t-il dit. « Nous sommes prêts », a dit Bessie. Wade conduisait. Cole s'est assis à côté de Bessie sur le banc sans discussion, sans demander si elle le voulait là, ce qui était le bon choix, car s'il avait demandé, elle aurait dit qu'elle se débrouillait seule, et ils auraient tous deux su que ce n'était pas vrai. Les enfants étaient assis à l'arrière, anormalement silencieux. Même Daniel. « À mi-chemin de Silver Creek », a dit Cole sans la regarder. « Quoi qu'il arrive là-bas, dites ce qui est vrai, et laissez-moi dire ce qui est vrai. Ne laissez pas l'avocat de Harold vous déstabiliser en vous faisant défendre des choses qui n'ont pas besoin d'être défendues. Je sais comment gérer un avocat. Je sais que vous le savez. Je le dis quand même. » Une pause. « J'ai parlé au Reverend Parrish hier soir. Il vient. » Bessie s'est tournée pour le regarder. « Vous avez demandé au révérend de venir? » « Je lui ai demandé de venir comme témoin de moralité si le juge le permet. » Il a dit oui. Cole a gardé les yeux sur la route. Il a aussi dit, et je vous le transmets directement, qu'il vous a observé pendant 3 semaines et qu'il a vu plus de comportements chrétiens authentiques dans cette cuisine que dans la plupart de ses services du dimanche. Bessie s'est retournée vers l'avant. Il n'était pas obligé de faire ça. Non, il ne l'était pas. Cole a changé les rênes de main. Ni Patricia Orman, c'est l'institutrice. Elle a observé Daniel, Grace et Eli pendant les après-midi où ils passent près de l'école. Elle m'a dit hier qu'Eli lit à un niveau de 2 ans supérieur à son âge et que Grace connaît déjà ses chiffres jusqu'à 50. Il a fait une pause. Elle vient aussi. Bessie est restée silencieuse un long moment. Les montagnes étaient devant eux, au sommet blanc et indifférent comme le sont les montagnes. Et le ciel au-dessus de Silver Creek était du bleu clair et pâle d'un matin froid sans météo. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça hier soir ?» a-t-elle demandé. « Parce que vous aviez besoin de dormir, et vous n'auriez pas dormi si vous l'aviez su. » Elle l'a regardé. Il observait la route, la mâchoire serrée, une main posée tranquillement sur les rênes. Cet homme qui ne disait pas bien les choses, qui le lui avait dit lui-même,
et qui avait apparemment passé la soirée précédente à rassembler discrètement des gens en sa faveur, sans le lui dire parce qu'il avait correctement compris qu'elle avait besoin de ne pas savoir. Merci, a-t-elle dit, bas, en privé. Ne me remerciez pas encore, a-t-il dit. Remerciez-moi après. La salle d'audience de Silver Creek était la salle de réunion de la banque, qui était le plus grand espace intérieur de la ville, et donc là où le juge de circuit tenait ses audiences quand il passait. Le juge William Creal avait 60 ans et les yeux d'un homme qui avait entendu toutes sortes d'histoires et avait depuis longtemps cessé d'être surpris par l'une d'elles. Il était assis à la belle table en acajou d'Edwin Hale, comme si c'était un banc qu'il occupait depuis des décennies, et il regardait la pièce par-dessus ses lunettes de lecture, avec l'expression patiente et légèrement fatiguée d'un homme qui voulait être juste et savait que la justice prenait plus de temps que les gens ne s'y attendaient. Harold Calloway était déjà là quand Bessie est entrée. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Il avait l'air le même, compact, soigneusement habillé, avec la mâchoire de Frank et aucune de la décence de Frank. Il avait un avocat à ses côtés, le même Greer qui avait fait l'inspection, et il a regardé Bessie quand elle est entrée avec une expression qui s'efforçait d'être sympathique et qui se rapprochait plutôt de la satisfaction. Bessie l'a regardé comme elle regardait tout ce dont elle avait peur, droit et sans scier. Elle s'est assise à l'autre table avec Cole à sa gauche et Wade derrière elle, et le Reverend Parrish et Patricia Orman se sont installés sur les chaises le long du mur, et le juge Creal a regardé tout cela par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Commençons ». L'avocat de Harold a commencé. Greer était bon dans son travail. Bessie a pu le dire dans les 2 premières minutes. Il était calme, méthodique, et il a construit son dossier comme un homme construit une clôture, poteau par poteau. Rien de fantaisiste, juste solide. Harold Calloway, a-t-il dit, était l'oncle paternel de 4 enfants mineurs dont la mère avait, suite au décès de son mari, démontré une incapacité à maintenir un logement stable, un revenu stable ou un environnement domestique stable adapté à l'éducation des enfants. Il a produit le certificat de décès de Frank. Il a produit les registres de 3 chambres louées différentes dans 2 villes sur 18 mois. Il a produit le dossier initial du tribunal du Tennessee, qui mentionnait le poids et la condition physique de Bessie comme des facteurs contribuant à son incapacité à obtenir un emploi approprié. Un langage que Greer a lu à haute voix sur le ton agréable et neutre d'un homme lisant une liste de courses. Bessie est restée immobile. Elle a gardé ses mains à plat sur la table devant elle, et elle a respiré bas et lentement, et elle n'a pas réagi. La main de Cole a bougé sur la table à côté de la sienne, juste légèrement, sans la toucher, présente. Greer a continué. La situation d'emploi actuelle, a-t-il dit, bien que répondant superficiellement au seuil de revenu du tribunal, présentait ses propres préoccupations. Une femme vivant et travaillant sur la propriété d'un homme célibataire à proximité de 40 ouvrières de ranch, dans des logements qui, ici, il a produit les notes d'inspection, répondait techniquement aux normes minimales, mais ne pouvait être considéré comme un foyer familial traditionnel. Ce que Harold Calloway offrait, en revanche, était une vraie maison, une femme, une communauté établie, la sécurité financière et un foyer stable à 2 parents dans lequel 4 enfants pourraient être élevés avec une structure et une supervision appropriées. Quand Greer a terminé, le juge Creal a regardé Bessie. « Madame Calloway, vous vous représentez vous-même? » « C'est exact, votre honneur. Vous comprenez que vous avez droit à une représentation légale? » « Je comprends. Je choisis de parler pour moi-même. » Creal l'a étudié un moment. « Très bien, procédez. » Bessie s'est levée. Elle n'avait pas de notes. Elle avait pensé à écrire des choses et avait décidé de ne pas le faire parce qu'elle voulait regarder le juge quand elle parlait, pas du papier. « Votre honneur, a-t-elle dit, je vais vous dire 4 choses et ensuite je vous demanderai de prendre votre décision. La première est la suivante. Quand mon mari, Frank Calloway, est décédé il y a 22 mois, Harold Calloway est venu à la maison une fois. Une seule fois. Il est venu pour discuter de la succession. Il n'est pas venu pour voir si les enfants mangeaient ou s'ils dormaient, ou si Ruth, qui avait 12 ans et regardait son père mourir, avait besoin que quelqu'un lui dise que ce serait surmontable. Il est venu pour discuter de la succession. Au cours des 22 mois qui ont suivi, Harold Calloway n'a pas rendu visite à ses enfants. Il ne leur a pas écrit de lettres. Il n'a pas envoyé d'argent, de provisions ou de soutien matériel d'aucune sorte. Elle a fait une pause.
Il a engagé un avocat. C'est la somme totale de l'implication de Harold Calloway dans la vie de ses enfants. La pièce était silencieuse. La mâchoire de Harold s'était crispée. Greer écrivait quelque chose. La deuxième chose, a dit Bessie, je suis une femme corpulente. Les documents de M. Greer font référence à ma condition physique. Je veux aborder cela directement parce que je comprends que c'est utilisé comme preuve de quelque chose. Inaptitude, inadéquation, une suggestion qu'une femme qui me ressemble n'est pas équipée pour élever des enfants correctement. Je voudrais soumettre à ce tribunal que j'ai cuisiné 3 repas par jour pour 40 hommes, 6 jours par semaine depuis mon arrivée dans le Montana. J'ai géré un budget de provision, maintenu une cuisine propre et fonctionnelle, fourni à mes enfants des repas réguliers, des vêtements propres, une supervision appropriée et un endroit sûr pour dormir. Ma taille n'a rien entravé de tout cela, pas une seule partie. Elle a vu Créal prendre une petite note. La troisième chose, mes enfants sont ici. Votre honneur, j'aimerais que vous les regardiez. Créal a regardé. Ruth, le dos droit, le menton levé. Eli, la mâchoire serrée. Daniel, pour une fois dans sa vie parfaitement immobile, comprenant avec la précision d'un enfant de 8 ans que c'était un moment qui l'exigeait. Grace, assise sur les genoux d'Eli parce qu'elle était petite et que les chaises étaient grandes, regardant le juge avec ses grands yeux sérieux. Ses enfants sont en bonne santé, nourris et éduqués, a dit Bessie. L'institutrice qui les a observés peut en témoigner. Ils savent d'où ils sont et ils savent que leur mère se bat pour eux. Et ils sont venus ici aujourd'hui et se sont assis et ont fait confiance que le résultat serait juste. Cette confiance n'a pas été facile à développer pour eux. Ce sont des enfants qui ont beaucoup perdu. Le fait qu'ils l'aient, c'est ce que j'ai construit depuis le jour où leur père est mort. Elle a pris une respiration, une lente respiration depuis son ventre. La quatrième chose est simple, a-t-elle dit. Je suis venue à Silver Creek parce que j'avais besoin de travail et que je devais garder mes enfants. Ces deux choses sont toujours vraies. J'ai le travail. Monsieur Maddox parlera de mon emploi si vous le permettez. J'ai le logement. L'inspection de M. Greer l'a confirmé. J'ai une communauté de gens ici qui m'ont observé pendant 3 semaines et qui sont prêts à témoigner de ma moralité. Elle a regardé le juge, droit et stable. Harold Calloway peut offrir une maison à mes enfants. Je ne peux pas contester cela. Mais je suis leur mère. Je suis la personne qui sait qu'Ellie se blâme pour des choses qui ne sont pas de sa faute et a besoin qu'on lui dise directement qu'elles ne le sont pas. Je suis la personne qui sait que les questions de Daniel ne sont pas de l'impolitesse, mais de la faim. Il a faim du monde et c'est un don, pas un problème. Je suis la personne qui sait que Ruth a tenu cette famille ensemble à 2 mains depuis qu'elle a 12 ans et elle a besoin que quelqu'un lui dise qu'elle n'a plus à la tenir seule. La voix de Bessie n'avait pas vacillé. Elle ne vacilla pas maintenant. Harold Calloway ne sait rien de tout cela. Il n'a jamais essayé. Une maison sans cette connaissance n'est pas un foyer. Et je demande à ce tribunal de reconnaître la différence. Elle s'est assise. Cole n'a rien dit. Il ne l'a pas regardée, mais sa main a bougé sur la table jusqu'à être à côté de la sienne, et elle y est restée. Le juge Créal a permis à Cole de parler. Cole s'est levé et a dit, avec exactement le nombre de mots dont il avait besoin et pas plus, que Bessie Calloway était employée au Ranch Maddox depuis 3 semaines, qu'elle était la meilleure travailleuse qu'il ait eue sur sa propriété en 20 ans, que ses enfants étaient bien élevés et ne présentaient aucune perturbation pour l'exploitation, et qu'il considérait sa cuisine comme un foyer plus fonctionnel et mieux entretenu que la moitié des maisons de Silver Creek. Il a dit tout cela en regardant directement le juge, puis il s'est rassis. Le Reverend Parrish a parlé. Patricia Ormond a parlé. Greer s'est opposé au témoignage de Patricia 2 fois pour des raisons de procédure, et Créal l'a débouté les 2 fois avec l'efficacité patiente d'un homme qui avait entendu de pires objections. Puis Harold Calloway s'est levé. Bessie s'était préparée à ce que Harold dirait. Elle y avait pensé dans le noir à 3 heures du matin. Il parlerait de Frank, de la pension, des chambres louées, du ranch, de Cole. Elle s'était préparée à tout cela. Elle ne s'était pas préparée à ce que Harold a réellement dit, ce qui n'était presque rien. Il s'est tenu là dans son beau costume et sa posture soignée, et il a dit, lentement, « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour les enfants de Frank. » Et puis il s'est arrêté. Greer l'a regardé de côté. Harold s'est assis,
Creel a regardé Harold un moment. Puis il a enlevé ses lunettes de lecture, les a posées sur la table et a regardé la pièce. Je fais ça depuis 22 ans, a-t-il dit. J'ai vu des affaires de garde basées sur l'argent, et des affaires basées sur le sang, et des affaires basées sur la rancune, et j'ai appris à faire la différence entre elles. Il a croisé les mains. Monsieur Calloway, vous êtes le frère de Frank Calloway, ce qui est un fait biologique. Cela ne fait pas de vous un père. Cela ne fait pas de vous la bonne personne pour élever 4 enfants qui ne vous connaissent pas assez bien pour avoir peur de vous perdre. Harold a ouvert la bouche, l'a refermée. Madame Calloway, a dit Creel en la regardant, vous êtes entrée dans cette pièce avec un travail, un foyer, une communauté prête à parler pour vous. Et 4 enfants qui se sont assis sur ces chaises pendant 2 heures sans se plaindre et m'ont regardé comme s'ils avaient une confiance que la vérité suffirait. Il a fait une pause. La vérité a suffi. Requête rejetée. Vos enfants restent avec vous. Il a repris ses lunettes. Nous avons terminé. Le son qui est sorti de Ruth n'était pas un mot. C'était quelque chose qui vivait en dessous des mots, un son qui avait été retenu depuis le Tennessee. Et il est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et elle a pressé ses 2 mains sur sa bouche, et ses épaules ont tremblé. Eli s'est penché et a attrapé son bras, et il n'a rien dit parce qu'il avait 11 ans et que sa gorge s'était nouée. Mais il a tenu bon. Daniel a fait un son qui était son nom pour tout ce qui était bon. Grace les a tous regardés, ne comprenant pas, puis comprenant à travers leur visage ce qui s'était passé, et elle a dit « Maman ». Et Bessie s'est retournée et l'a prise dans ses bras et l'a serrée si fort que Grace a couiné. « Tout va bien », a dit Bessie dans les cheveux de sa fille. « Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. » Harold Calloway est sorti sans lui parler. Greer a rangé sa mallette avec l'efficacité rapide d'un professionnel passant à la chose suivante. La pièce a commencé à se vider et Bessie s'est tenue au milieu de celle-ci avec Grace sur sa hanche et la main de Ruth dans la sienne, et elle a respiré bas et lentement depuis son ventre, jusqu'au bout. Wade a tapé sur l'épaule de Cole et a dit quelque chose qu'elle n'a pas pu entendre. Le Reverend Parrish lui a serré la main avec les 2 siennes et lui a dit que Dieu n'était pas indifférent à la justice, ce qu'elle n'était pas sûre de croire. Mais elle croyait qu'il le croyait, et c'était sa propre forme de réconfort. Patricia Harmon s'est penchée et a dit doucement, « Vous devriez amener Daniel à l'école correctement. Ce garçon a un esprit qui a besoin d'espace. »« Je le ferai, » a dit Bessie. « Merci pour tout. » Cole a attendu que les autres se dirigent vers la porte. Il s'est tenu devant elle et l'a regardée. Et Grace l'a regardée en retour avec son menton sur l'épaule de sa mère et ses yeux à moitié fermés de fatigue. « Elle dort, » a dit Cole. « Elle le sera dans environ 4 minutes. » Il a regardé Bessie. « Vous aviez raison, » a-t-il dit. « La vérité a suffi. » « C'est généralement le cas, » a dit Bessie. « Les gens ne lui donnent juste pas toujours l'espace dont elle a besoin. » Cole a pris Grace de ses bras sans demander, ajustant soigneusement l'enfant endormi contre son épaule, avec une compétence qui venait d'avoir fait cela auparavant, des années plus tôt, avec un autre enfant. Grace ne s'est pas réveillée. Elle a rentré son poing sous son menton comme elle le faisait toujours, et a dormi contre la poitrine de Cole Maddox comme si elle l'avait fait toute sa vie. Bessie a regardé cela se produire, et quelque chose en elle, profond et longtemps défendu, a bougé d'une charnière contre laquelle elle avait été pressée pendant des années. « Allez, » a dit Cole doucement. Wade a le chariot. Elle l'a suivi dans l'air froid de la rue principale de Silver Creek, où Eli, Daniel et Ruth étaient déjà devant eux, et les montagnes étaient toujours blanches et toujours indifférentes au loin, et le ciel était passé au doré pâle de la fin d'après-midi, et Dorothy Hale se tenait sur le trottoir d'en face, regardant tout cela avec une expression que Bessie n'a pas regardée assez longtemps pour la lire. Elle n'avait pas besoin de la lire. L'audience était terminée. Ses enfants étaient à elle. Elle laisse monter sur le banc du chariot et a repris Grace des mains de Cole quand il la lui a tendue, installant l'enfant endormi sur ses genoux, et elle a regardé la ville défiler tandis que Wade tournait le chariot vers la maison. Et elle s'est permis de sentir tout le poids de ce qui venait d'être décidé. L'horloge que Harold Calloway avait mise sur sa famille était à court de temps. Elle avait gagné. Pas facilement, pas proprement, et pas sans l'aide de gens qu'elle ne s'attendait pas à avoir. Un révérend qui avait observé, une institutrice qui avait prêté attention,
Un contremaître qui avait compris plus qu'il ne le laissait paraître, et un homme assis à côté d'elle maintenant, qui avait passé une soirée dont elle ignorait tout à rassembler discrètement une défense pour elle. Rien de tout cela n'était une dette qu'elle pouvait rembourser rapidement. Rien de tout cela n'était quelque chose qu'elle avait su accepter avant que ce ne soit déjà fait. Elle a regardé Cole. Il observait la route, le chapeau baissé contre le vent, une main posée tranquillement sur son genou. James les attendait au ranch. Les hommes attendaient le dîner. Le feu de la cuisine aurait besoin d'être ravivé à partir des braises du matin. Ses enfants étaient à elle. Demain, à 4 heures, elle se réveillerait, allumerait le feu, mettrait le café en route et recommencerait tout. Pas parce qu'elle le devait, pas pour échapper à une date limite ou prouver quelque chose à un juge, mais parce que c'était sa vie maintenant, la sienne et celle de ses enfants. Et elle l'avait choisi, et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était chez elle. Le ranch semblait différent quand ils sont revenus. Bessie l'a remarqué avant même que le chariot ne s'arrête complètement. Les hommes étaient dans la cour alors qu'ils n'auraient pas dû y être, pas en train de travailler, juste debout. Et quand Wade a arrêté les chevaux et que les enfants sont descendus, quelqu'un a commencé à applaudir. Une paire de mains, puis une autre, puis toute la cour. Et le vieux Pete a enlevé son chapeau et l'a tenu contre sa poitrine comme si c'était un enterrement à l'envers, comme si quelque chose qui avait été mort reprenait vie. Daniel a regardé tout cela avec des yeux énormes. Puis il s'est tourné vers Ely et a dit « Est-ce qu'il savait? » « Wade leur a dit avant qu'on parte, a dit Ely. « Wade dit tout à tout le monde, a dit Daniel avec admiration plutôt que critique. Bessie est descendue avec Grace encore à moitié endormie sur son épaule, et elle a regardé la cour pleine d'hommes qui avaient passé 3 semaines à manger sa nourriture et à se forger des opinions sur elle, et qui avaient apparemment forgé les bonnes sans qu'elle le sache. Et elle a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine pour lequel elle n'a pas eu de nom immédiatement. C'était quelque chose d'adjacent à l'appartenance, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle avait presque cessé de croire que c'était une chose réelle que les gens pouvaient avoir. « Très bien », a-t-elle dit, assez fort pour être entendue. « Le dîner sera en retard ce soir. Et aucun de vous n'a le droit de s'en plaindre. » Des rires authentiques et faciles qui ont roulé dans la cour. Et les hommes se sont dispersés pour retourner à leur travail comme l'eau se disperse quand un obstacle est enlevé. Naturellement, sans drame, comme si c'était juste comme ça que les choses étaient. Hector, la dépassant en allant à la grange, a dit sans s'arrêter « Content que vous restiez, Madame Calloway. »« Moi aussi, a-t-elle dit. » James était sur le porche de la maison principale. Il était là depuis qu'ils étaient apparus sur la route, soupçonnait Bessie. Il avait l'air d'un garçon qui avait attendu à un endroit pendant un certain temps et essayait de ne pas montrer depuis combien de temps. Il a d'abord regardé Cole. Cole lui a fait un seul signe de tête. Puis James a regardé Bessie et l'expression sur son visage n'était pas le visage prudent et fermé qu'il avait le premier jour où elle l'avait vu à travers la fenêtre de la cuisine. C'était quelque chose d'ouvert, de jeune et de totalement sans défense. « Vous avez gagné, a-t-il dit. « Nous avons gagné, a dit Bessie. Viens m'aider à rallumer le feu de la cuisine. » Il est descendu de ce porche comme si elle l'avait libéré de quelque chose. Le dîner qu'elle a mis sur la table ce soir-là était le meilleur repas qu'elle ait fait depuis son arrivée au Ranch Maddox, ce qui n'était pas peu dire, car elle avait cuisiné avec tout son être chaque soir pendant des semaines. Elle a fait tout ce qu'elle savait faire avec ce qu'elle avait. Un rôti de côte qu'elle avait gardé de la chambre froide, des pommes de terre rôties dans le jus, 2 sortes de pain, une soupe qu'elle a commencé à 4 heures et qu'elle a laissé mijoter toute la soirée, et 4 pancakes aux pommes parce que James les avait demandés spécifiquement, et parce que la victoire méritait d'être marquée. Les hommes ont mangé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le vieux Pete a dit que c'était le meilleur repas qu'il ait eu depuis la table de sa mère en Géorgie il y a 20 ans. Et la façon dont il l'a dit a rendu plusieurs autres hommes silencieux de la manière spécifique des gens qui se souviennent soudainement de quelque chose qui leur manquait et qu'ils essayaient de ne pas regretter. Après le dîner, après que les hommes soient partis et que la vaisselle soit presque terminée, Cole est revenu à la cuisine. Il ne s'est pas tenu dans l'embrasure de la porte cette fois. Il est entré et s'est assis au bout de la table de préparation, au même endroit où James s'asseyait toujours, et il a posé ses mains à plat sur le bois et les a regardées.
Bessie a terminé la dernière vaisselle, s'est séché les mains et s'est assise en face de lui. Elle a attendu. J'ai besoin de dire quelque chose, a dit Cole. Alors, dites-le. Il a levé les yeux. Quand j'ai mis cette annonce dans le journal, je cherchais une cuisinière, c'était tout. Quelqu'un qui pourrait nourrir 40 hommes et ne pas démissionner le premier mois. Il a fait une pause. Je ne cherchais rien d'autre. Je veux être honnête avec vous à ce sujet. Je sais, a dit Bessie. Moi non plus. Les choses changent, a-t-il dit. Les gens arrivent dans un endroit et ils changent les choses sans le vouloir. Et puis un jour, on lève les yeux et tout est différent et on ne peut pas pointer le moment exact où c'est arrivé. Il a pressé ses mains à plat. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Bessie était silencieuse. Je sais ce que vous allez dire, a dit Cole. Vraiment? Vous allez dire que je suis votre employeur. Vous allez dire que c'est trop tôt et qu'il y a trop de complications et que vous n'êtes pas venu ici pour ça. Il l'a regardé. Dites-moi que j'ai tort. Vous n'avez pas tort, a-t-elle dit. Je vais dire toutes ces choses. Et elles sont toutes vraies. Elle a croisé son regard par-dessus la table. Et quelque chose d'autre est également vrai en même temps. Deux choses peuvent être vraies, Cole. J'ai fait ça toute ma vie, tenir deux choses vraies dans mes mains et déterminer laquelle a le plus de poids. Laquelle a le plus de poids, a-t-il demandé très doucement. Elle l'a regardé pendant un long moment. Cet homme qui l'avait embauché sans l'avoir, qui avait laissé James venir dans sa cuisine, qui s'était tenu dans une salle d'audience et avait dit des choses simples et factuelles en sa faveur sans en faire une performance, qui avait porté sa fille endormie à travers une porte alors qu'elle était trop épuisée pour tenir une chose de plus. Je ne sais pas encore, a-t-elle dit honnêtement, et je ne vais pas prétendre que je le sais. Il a absorbé cela sans déception visible. C'était l'une des choses à propos de Cole Maddox. Il ne semblait pas s'attendre à ce que le monde lui donne ce qu'il voulait dans un délai particulier. Il attendait depuis longtemps la plupart des choses. C'est juste, a-t-il dit, et il s'est levé. Alors j'attendrai que vous sachiez. Cole, il s'est arrêté. N'attendez pas en silence, a-t-elle dit. J'ai eu du silence toute ma vie. Si vous attendez, faites-moi savoir que vous attendez. Quelque chose sur son visage a changé. Pas un sourire exactement, mais le territoire juste de l'autre côté d'un sourire. Je peux faire ça, a-t-il dit, et il est sorti. Bessie est restée assise à la table vide pendant un long moment après que la porte se soit fermée. Le feu dans le poêle crépitait. Dehors, le ranch s'installait dans la nuit. Elle pouvait entendre Grace pleurer une dernière fois avant de s'endormir dans la pièce du fond, et la voix de Ruth, basse et stable, comme elle l'était toujours. Comme elle continuerait de l'être, parce que c'était qui était Ruth Calloway. Elle n'était pas une femme qui prenait des décisions rapidement sur les choses qui comptaient. Elle avait pris la décision de venir au Montana rapidement parce qu'elle n'avait pas eu le choix. C'était différent. Cela exigeait le genre de soin qu'elle accordait à la pâtisserie. Lent, délibéré, attentif à ce qui était sous ses mains. Mais elle était assise là, dans la cuisine chaude, la nuit où ses enfants lui avaient été rendus, et elle se connaissait assez bien pour savoir ce qu'elle ressentait. Elle n'était juste pas encore prête à le dire à voix haute. Les semaines qui ont suivi ont été les semaines les plus calmes que Bessie ait passées depuis que Frank était tombé malade. Et pour elle, le calme avait toujours été soit un avertissement, soit un cadeau. C'était le deuxième type. L'avocat de Harold n'a déposé aucun autre appel. La décision du juge de circuit était définitive. Et Greer, à son crédit professionnel, avait apparemment dit à Harold la même chose avec assez de conviction pour que Harold retourne à Billings et y reste. La menace qui avait fonctionné comme une horloge dans le fond de la tête de Bessie depuis cette salle d'audience au Tennessee a finalement, progressivement, cessé de tourner. Elle l'a senti partir comme on sent un mal de tête disparaître. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup. Mais un matin, elle s'est réveillée à 4 heures, a allumé le feu et a réalisé qu'elle avait dormi toute la nuit sans se réveiller une seule fois pour faire le compte à rebours. Ruth l'a remarqué. Tu as l'air différente, a-t-elle dit un matin au-dessus de l'eau de vaisselle. Différente comment? Comme si tu avais posé quelque chose. C'est le cas, a dit Bessie. Il était temps. Ruth est restée silencieuse un moment, frottant une casserole avec une intensité concentrée qu'elle mettait dans chaque tâche physique. Monsieur Maddox vous regarde quand vous ne regardez pas. Ruth.
Je ne plaide pour rien. Je te dis juste ce que je vois. Je sais ce que tu vois. Et j'y pense. Bessie a rincé un bol, ce qui est plus que ce que j'ai fait pour moi-même depuis très longtemps. Ruth a traité cette information. Frank voudrait que tu sois heureuse, maman. N'utilise pas ton père comme argument. Il n'est pas là pour être d'accord avec toi. Il serait d'accord. Ruth, je dis juste qu'il le serait. Elle a tendu la casserole. C'est tout ce que je dis. Le changement à Silver Creek est venu plus lentement que le changement dans la cour de ranch, ce qui est toujours le cas des villes. Les ranchs sont des endroits pratiques où les résultats sont visibles et les gens s'y adaptent en conséquence. Les villes ont plus investi dans les histoires qu'elles se racontent et les histoires sont plus difficiles à changer que les opinions. Mais ça a changé. Bessie l'a vu d'abord au magasin général où Thompson a cessé de trouver des raisons pour lesquelles ses commandes de provisions étaient retardées et a commencé à les remplir complètement, ce qu'elle a choisi d'attribuer à la conscience plutôt qu'à quelque chose de plus dramatique. Puis Patricia Ormond est passée à la cuisine un soir avec une invitation à parler à l'école de la gestion d'une cuisine à l'échelle commerciale, parce qu'elle avait 3 filles dans sa classe dont les familles avaient besoin qu'elle trouve du travail, et elle pensait que des connaissances pratiques d'une femme pratique valaient plus qu'une autre leçon de couture. Bessie y est allée. Elle s'est tenue devant 12 élèves âgés de 8 à 16 ans et a parlé pendant 1 heure de la gestion du feu, du budget des provisions et des mathématiques pour nourrir une foule. Et 2 des filles plus âgées sont restées après pour poser des questions avec l'attention concentrée de personnes qui comprenaient que l'information était une ressource et qu'elles n'en avaient pas beaucoup. Dorothy Hale a appris ce que-là de sa sœur, qui l'a appris de Patricia Ormond, et Dorothy est entrée dans le magasin général le lendemain matin quand Bessie y était pour des provisions et s'est tenue dans la même allée et n'a pas parlé pendant environ 45 secondes. Puis elle a dit « J'ai entendu dire que vous aviez parlé à l'école. » C'est exact, a dit Bessie, sans lever les yeux de l'étagère. Patricia dit que les filles ont trouvé ça utile. Je l'espère. Une autre pause. Bessie a choisi le sac de semoule de maïs et l'a mis dans son panier. Elle a attendu. Elle avait appris qu'attendre était parfois le seul langage par lequel certaines personnes pouvaient être atteintes. Je veux être honnête avec vous, a dit Dorothy. Bessie l'a regardé alors. Dorothy Hale n'était pas une petite femme dans aucun sens, ni dans ses convictions, ni dans sa présence, ni dans sa capacité à faire des dégâts. Elle avait maintenant l'air d'une femme qui portait quelque chose d'inconfortable depuis un certain temps et essayait de décider si le poser la rendait plus faible ou plus forte. « J'ai écrit à Harold Calloway, » a dit Dorothy. « Je lui ai dit où vous étiez. »« Je sais, » a dit Bessie. « Je pensais que je protégeais cette ville. »« Vous pensiez que vous vous protégiez vous-même, » a dit Bessie sans animosité. « Ce n'est pas la même chose et je pense que vous le savez. » La mâchoire de Dorothy s'est crispée. Peut-être. Elle a regardé l'étagère. La façon dont cette audience s'est déroulée, la décision du juge Carl, je veux que vous sachiez que ce n'était pas le résultat que j'attendais. Je m'en doute. Je m'attendais à ce que vous soyez plus facile à déloger. La plupart des gens le pensent, a dit Bessie. J'ai cessé de compter sur le fait que cela joue en ma faveur. Dorothy est restée silencieuse un moment. Mon mari dîne au Ranch Maddox le mois prochain, une sorte de discussion d'affaires. Elle a fait une pause. Je l'accompagnerai. Vous êtes la bienvenue à la table, a dit Bessie. Il y en a toujours assez. Quelque chose chez Dorothy a changé, petit, à peine visible, le genre de changement qui vient d'une femme qui a construit une forteresse et a senti une pierre bouger. Oui, a-t-elle dit, je m'attends à ce qu'il y en ait. Elle a pris quelque chose sur l'étagère dont elle n'avait probablement pas besoin et s'est dirigée vers le comptoir et elle ne s'est pas retournée. Bessie l'a regardée partir, puis elle a terminé ses courses et est rentrée chez elle. Elle en a parlé à Cole ce soir-là. Il a écouté comme il écoutait toujours et puis il a dit « Dorothy Hale sera la dernière personne dans ce comté à admettre qu'elle avait tort à votre sujet, mais elle l'admettra. » « Je n'ai pas besoin qu'elle l'admette, » a dit Bessie. « Non, mais vous la laisserez faire quand même parce que c'est qui vous êtes. » Il l'a dit simplement, comme une déclaration de fait, de la manière dont il déclarait la plupart des choses vraies. Vous ne gardez pas rancune même quand vous devriez. Garder rancune prend de la place dont j'ai besoin pour d'autres choses, a-t-elle dit. Il la regarda à travers la cuisine.
La lampe, elle était basse et le feu était entretenu pour la nuit, et les enfants dormaient, et c'était l'heure où le ranch retenait son souffle entre un jour et le suivant. Je pensais ce que j'ai dit, a dit Cole, à propos d'attendre. Je sais que oui. Je veux savoir si vous avez décidé quelque chose. Bessie a regardé ses mains sur la table. Les mains de Frank avaient été étroites et rapides. Les mains de Cole étaient lageuses, cailleuses, les mains d'un homme qui travaillait avec elle chaque jour de sa vie. Elle remarquait des choses comme ça depuis des semaines, et elle avait été assez honnête avec elle-même pour savoir ce que remarquer signifiait. J'ai décidé, a-t-elle dit, que j'ai eu peur de vouloir des choses pendant si longtemps que j'ai presque oublié comment faire. Elle a levé les yeux vers lui. Toute ma vie, vouloir quelque chose signifiait donner à quelqu'un quelque chose à vous prendre. Vouloir être traité équitablement. On vous dira que vous ne le méritez pas. Vouloir être considéré comme capable. On vous dira d'être reconnaissante que quelqu'un regarde. Vouloir être aimé. Elle s'est arrêtée. Vouloir être aimé et vous tendez à quelqu'un la chose exacte dont il a besoin pour vous laisser avec rien. Je ne vais nulle part, a dit Cole. Vous ne le savez pas. Non, a-t-il convenu. Mais je sais ce que je suis. Je ne suis pas un homme qui dit des choses que je ne pense pas, Bessie. Vous le savez maintenant. Elle le savait. Elle le savait depuis des semaines. J'ai peur, a-t-elle dit. Je sais que vous avez peur. Dites-le-moi quand même. Elle le regarda à travers la table. Cet homme qui n'était pas Frank, qui n'était pas facile, qui avait son propre deuil et ses propres pièces fermées à clé, et ses propres façons de ne pas dire les choses jusqu'à ce qu'il soit absolument sûr de les penser. Et elle a pensé à ce que James avait dit des semaines auparavant sur un tabouret dans sa cuisine, livré avec la clarté impitoyable d'un enfant de 9 ans. Il a peur que les choses s'améliorent, parce que quand les choses s'améliorent, on a plus à perdre. Je vous aime, a-t-elle dit. Elle l'a dit de la manière dont elle disait la plupart des choses importantes. Simple, direct, sans décoration. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je ne le voulais pas quand ça a commencé. Mais c'est ce que c'est. Cole n'a rien dit pendant un moment. Il la regarda avec ses yeux bleus pâles qui avaient cessé d'être illisibles pour elle des semaines auparavant, qui lui montraient maintenant tout ce qu'elle avait besoin de voir. Le soulagement, le désir, le poids de 4 ans à tout garder à distance qui se posait enfin. « Je sais, a-t-il dit, je vous ai regardé le comprendre. »« C'est irritant, a-t-elle dit. »« Oui. » Il s'est levé, a fait le tour de la table, et elle s'est levée pour le rencontrer. Et quand il l'a embrassée, c'était comme elle l'avait imaginé avec un homme comme ça. Sans hésitation, sans excuse, sans qu'aucune partie ne demande la permission d'être réelle. Quand ils se sont reculés l'un de l'autre, ses mains étaient sur son visage et elle avait les siennes pressées à plat contre sa poitrine. Et elle pouvait sentir son cœur battre vite sous ses paumes, ce qui signifiait qu'il était aussi terrifié qu'elle, ce qui signifiait qu'ils étaient à égalité. James va être insupportablement content de lui, a-t-elle dit. Cole a ri, un vrai rire bas et surpris, du genre qu'elle n'avait entendu de lui que 2 fois auparavant. Il m'a demandé la semaine dernière si j'allais vous épouser. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que j'y pensais. Ses pouces ont tracé ses pommettes. Allez-vous me contredire à ce sujet? Probablement, a-t-elle dit. Pas ce soir. Bien. Il a embrassé son front, sa tempe, le coin de son œil. Ce soir, je veux juste que vous sachiez que vous êtes... Il s'est arrêté, cherchant les mots qui, selon lui, ne lui venaient jamais facilement. Vous êtes la meilleure chose qui ait franchi une porte sur cette propriété. Et je ne suis pas un homme qui dit des choses comme ça. Je sais que non, a-t-elle dit. C'est pourquoi je le crois. Ils se sont mariés un samedi de novembre dans l'église où le Reverend Parrish avait observé Bessie pendant 3 semaines et décidé qu'elle était plus chrétienne que la plupart de sa congrégation. La neige était tombée la nuit précédente, douce et précoce, se déposant sur Silver Creek, le ranch et les montagnes, avec la patience silencieuse de quelque chose qui venait depuis longtemps et était enfin arrivé. Bessie portait une robe que Ruth avait passé 3 semaines à retoucher en secret. De la laine bleue foncée, bien ajustée, faite pour une femme qui avait exactement la taille qu'elle avait et n'avait besoin d'aucun ajustement pour cela. Ruth l'a présentée le matin du mariage avec l'expression de quelqu'un qui avait gardé un secret pendant des semaines et était profondément soulagé d'en avoir fini. « Comment as-tu » a commencé Bessie.
La belle-sœur de Patricia Ormond est couturière, a dit Ruth. J'avais tes mesures grâce au tablier que j'ai fait toute l'année. Ce n'était pas compliqué. Elle a fait une pause de la manière dont Ruth faisait une pause avant de dire quelque chose qu'elle avait décidé de dire malgré elle. Tu es magnifique, maman. Bessie s'est tenue devant le petit miroir dans la pièce du fond et s'est regardée. Elle n'avait pas l'air différente du jour où elle avait plaqué ses mains sur le bureau d'un juge au Tennessee. Même main, même visage, même corps qui avait été décrit dans des documents judiciaires et dont on avait chuchoté dans les magasins généraux et qui avait été examiné par des femmes qui utilisaient leurs yeux comme des armes. Elle se ressemblait, exactement elle-même. Elle ressemblait à une femme qui avait décidé qu'elle était suffisante et avait cessé d'attendre que le monde le confirme. Oui, a-t-elle dit doucement, c'est vrai. La cérémonie était petite. Les ouvrières du ranch et leurs familles, Wade dans son plus beau chapeau, Patricia Ormond et une poignée d'écoliers qui s'étaient attachés à l'occasion sans y être explicitement invités. Le Reverend Parrish et sa femme, Dorothy Hale et Edmund, sont venus et se sont assis au troisième rang. Et Dorothy a regardé l'arrière de la tête de Bessie pendant toute la cérémonie, avec une expression qui avait parcouru une longue distance depuis son point de départ et n'avait pas fini de voyager. James se tenait à côté de Cole à l'avant de l'église avec la solennité de quelqu'un qui prenait cela au sérieux parce qu'il comprenait ce que cela signifiait. Quand le Reverend Parrish est arrivé à la partie sur qui se porterait témoin, James a dit doucement, mais clairement moi, avant que quiconque n'ait indiqué qu'il était censé parler. Et le Reverend Parrish, après une brève pause, a dit « Merci, mon fils », et a continué. Daniel a pleuré, ce qu'il nierait pour le reste de sa vie. Grace a demandé si elle pouvait avoir un pancake aux pommes à la réception. Ely a serré la main de Cole après la cérémonie avec les deux siennes, comme un homme concluant un accord commercial qu'il approuvait. Et Cole l'a reçu avec la gravité qu'il méritait. Ils sont retournés au ranch dans la neige, toute la famille, parce que c'est ce que c'était maintenant. Un mot qui avait une nouvelle forme et un nouveau poids. Et Wade avait attisé le feu de la cuisine si haut que les fenêtres étaient embuées et les hommes avaient installé des tables dans la cour malgré le froid. Et quelqu'un avait tendu des guirlandes lumineuses entre les bâtiments pour que tout le ranch brillait contre le blanc de la neige fraîche. Bessie se tenait dans la cour avec Cole à ses côtés et ses 4 enfants dispersés autour d'elle, et 40 hommes qui étaient devenus quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots précis. Pas des amis, exactement. Pas de la famille, mais quelque chose qui vivait dans l'espace entre les deux. Et elle a regardé tout cela avec l'étonnement silencieux de quelqu'un qui était entré dans un endroit en s'attendant à la survie et avait trouvé, sans le chercher, une vie entière. « Eh bien, » a dit Wade, apparaissant à son coude avec 2 tasses de quelque chose de chaud. « Comment ça fait? » Elle a pris une tasse, a regardé la cour éclairée par les lampes, la neige qui tombait encore en rideau doux et indifférent. James apprenant à Grace comment attraper des flocons de neige sur sa langue pendant qu'Eli et Daniel se disputaient sur la physique de la chose. Ruth se tenant au bord de la célébration avec sa tasse tenue dans ses 2 mains et ses yeux parcourant tout avec le regard lent et mesuré de quelqu'un qui s'autorisait prudemment à croire en ce qu'elle voyait. La main de Cole a trouvé la sienne dans le froid. « Ça fait, » a dit Bessie, « comme la bonne fin pour le mauvais type de vie. » Wade a réfléchi à cela. Et le bon type de vie? Elle a regardé son mari. Il l'a regardé en retour et tout ce qu'il ressentait était là, sur son visage, non caché, non gouverné, réel. De la manière dont ça l'avait été depuis la nuit où elle avait dit la vérité à voix haute pour la première fois et où il l'avait reçue comme un homme qui avait attendu des années que la pièce soit assez chaude pour y déposer quelque chose de fragile. « C'est ça, » a dit Bessie, « c'est le bon type. » Elle était venue à Silver Creek avec 4 enfants, une malle et une lettre d'expérience, fuyant une horloge que quelqu'un d'autre avait mise sur sa famille. Elle avait cuisiné 3 repas par jour pour 40 hommes qui ne s'attendaient pas à ce qu'elle vaille quoi que ce soit, et avait découvert un repas à la fois, un matin à la fois, une vérité défendue à la fois, que la valeur n'était pas quelque chose que le monde accordait, et que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être pris par des avocats, des salles d'audience, ou des femmes aux sourires empoisonnés et à l'influence sociale. La valeur était ce qu'elle avait toujours eu. Elle avait simplement cessé de s'en excuser. La neige tombait sur le ranch Maddox et les lampes se balançaient dans le vent d'hiver. Et sa fille Grace riait, vraiment riait,
du rire entier d'une enfant de 5 ans qui n'avait pas encore appris à se faire plus petite. Et Bessie Calloway, Bessie Maddox maintenant, et heureuse de l'être, a décidé que le son de ce rire était la chose la plus vraie qu'elle ait entendue depuis des années. Et elle allait passer le reste de sa vie à s'assurer qu'il avait de la place pour continuer. C'était suffisant. C'était tout. C'était chez elle.